Hey, bienvenue à En Zone Neutre, mon podcast. Mon nom est Simon Lavergne. Aujourd'hui, on jase baseball avec la gang de Passion MLB. Salut les boys, bonjour Pascal Harvey de Passion MLB et Charles-Alexis Brisebois. Comment ça va les gars? Ça va très bien et toi? Très content d'être là, très content d'être là. Tabarouette, c'est moi le plus content de vous recevoir. Une belle collaboration avec mon podcast tout seul en zone neutre et la gang de connaisseurs de baseball de Passion MLB. Pour moi, c'est cool de vous avoir sur le show. On va parler aujourd'hui, on va parler un petit peu de le début de saison qui s'en vient dans le baseball majeur. On va faire un retour un peu sur les camps d'entraînement. Ceux qui savent que je suis humoriste, mais je suis humoriste, mais en fait, je suis un passionné de baseball, on va se dire ça. J'adore le baseball. Tout ce qui se passe avec le baseball me fait capoter, que ce soit de pouvoir cracher dans le dugout à terre sans se faire chicaner, au cri puis à take me out to the ball game. Écoute, tout est là dans mon cas. Donc on va jaser un petit peu de ça. Je vais juste changer le background. Bon, voilà, mon fameux mur de briques blanc que tout le monde connaît. Les gars, êtes-vous fébriles? On est à quelques jours là, seulement du début de saison dans la MLB. Charles-Alexis, j'imagine vous êtes occupé dans vos rédactions. Là, il se passe plein de choses. Les effectifs qui vont se mettre en place, tout ça, j'imagine que ça vous tient occupé chez Passion MLB? Ben écoute, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle. Hein. Il y a toujours une coupure importante qui peut se produire. Il y a toujours un joueur qui peut attraper la COVID, le transmettre à ses coéquipiers. Il y a toujours un joueur qui peut se blesser. Puis on en parlait hors d'onde avec Pascal, mais il y a eu énormément là, de blessures, surtout chez les lanceurs depuis le début du camp. Donc on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle comme ça. C'est le camp d'entraînement, évidemment, c'est la fin. Là, on est dans les derniers milles. On sait que dans ces moments-là, ben, les gérants, évidemment, ils ont des grosses décisions à prendre. Fait que c'est pas facile. Ça donne des grosses nouvelles parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont coupés qu'on se dit « Ah oui, tel joueur, ils ont réussi à le couper. » ou « Ah, ils ont réussi à garder tel joueur, ils ont fait de la place autrement. » Donc, on est à ce moment-là. Puis évidemment, ben, le fait de savoir que jeudi, le 1er avril, la saison va commencer, ben évidemment, moi, ça me remplit de joie parce que du baseball à tous les soirs dans ma télé, j'en ai jamais trop. Là. Ça, je peux te le garantir. Pascal, je te relance la même question. Ben, tu sais, Simon, tu parles de cracher dans le dugout, mais en 2020, là, lors de la saison écourtée, c'est une grosse différence parce que les joueurs ne pouvaient pas le faire. C'est vrai. Les produits qui ne pouvaient pas manger de graines de tournesol puis se les partager, là, ça a été un gros changement. C'est vrai. Fébrile, évidemment, c'est la grosse semaine qui précède la saison. Saison normale, entre guillemets, comme Charles-Alexis le dit, il peut arriver n'importe quoi par contre. Mais pour le moment, on se prépare pour une saison complète avec... de façon différente un peu dans chaque stade, mais on va accueillir des spectateurs. Au Texas, on parle de 100% de la capacité du stade, tandis qu'ailleurs, ben, ça varie 25-30%. Mais j'ai hâte de voir l'effet, puis les Astros vont peut-être subir ce qu'ils n'ont pas subi en 2020, c'est-à-dire de se faire huer par du vrai monde. Là. Ouais, pas par des cartons, des cartons dans l'assistance. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais vivement un vaccin pour les joueurs de la MLB pour qu'ils puissent recommencer à manger des graines de tournesol. Parce que on a besoin de ça. Ça fait partie du folklore du baseball. Tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tu sais, le baseball, on a essayé de l'améliorer ou de le rendre un peu plus rapide et tout, mais tu sais, en bout de ligne, là, c'est un sport, c'est le American pastime, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, ils veulent vraiment le changer, ce sport-là, en bout de ligne, là, tu sais. Ben, c'est l'éloge de la lenteur. Hein. Dans le baseball, c'est un sport qui... les grands partisans de baseball tiennent à dire que c'est un sport qui n'a pas de cadran. Puis là, je parle pas évidemment peut-être du cadran des lanceurs qui pourrait arriver, mais en ce sens où tu peux pas simplement laisser couler le cadran puis jouer la trappe comme au hockey dans les 3 dernières minutes. Il faut vraiment que si t'es le lanceur, que tu offres des prises au frappeur, que tu lui donnes sa chance de frapper. Donc, c'est un sport qui est vraiment une dynamique complètement différente des autres. Ça fait en sorte que oui, à la télé, il y en a qui peuvent trouver ça plus long, mais quand tu te retrouves dans un stade de balle à manger justement des graines de tournesol, ben là, écoute, t'es au paradis. La différence en plus, c'est comparativement à un match de hockey ou de basketball, c'est que tu achètes un billet pour un match, puis tu peux en avoir 2 pour le prix d'un, parce que ça peut aller, ça peut se rendre en 18 manches, puis toi, tu es assis, puis tu profites du spectacle. Ça fait que le baseball, il y a ça de particulier, là.
Je me souviens d'un match à Toronto où est-ce que le stade, le toit était ouvert et moi, je m'étais pas amené de crème solaire, puis c'était allé en genre 12e manche, je brûlais de partout. Un roux comme moi, faut que tu fasses attention à ta peau. Puis c'est les joies du baseball à l'extérieur, justement, on peut peut-être en parler, là. Le retour des expos est dans l'actualité plus que jamais en ce moment. Je sais pas si c'est parce que, bon, le début de la saison approche et on a un petit peu la flamme qui se ravive de ce côté-là puis tout ça, mais il y a eu des développements dans les derniers jours. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça s'en vient, les expos, ou est-ce qu'on est trop positif de ce côté-là? Ben, je pense que ça va. Oui, je pense que ça va finir par s'en venir. Il y a trop de fumée sans feu présentement. Puis, tu parlais qu'on en parlait cette semaine. Puis, c'est vraiment souvent la semaine la plus prolifique à ce niveau-là, parce que normalement, quand il n'y a pas la COVID, les Blue Jays sont en chemin vers Montréal à peu près à ce temps-ci de l'année pour venir jouer. Puis j'en parlais justement, tu sais, c'est pas un drôle de hasard, mais avec des gens de Québec qui me disaient, bon, quand il y avait les rumeurs des Nordiques il y a plusieurs années, on dirait que c'était tout le temps, il y en avait à toutes les semaines des rumeurs différentes. Avec les expos, c'est un peu plus concentré, tu sais, vraiment, quand il y a quelque chose à annoncer, ça sort en gros bloc, et on l'a vu cette semaine, toute la semaine, ça n'a pas arrêté. Les nouvelles par rapport justement au financement que le gouvernement pourrait offrir, le plan des stades, et là, de l'autre côté du spectre, ben, il y avait Tampa Bay qui parlait, qui disait que le dossier avançait bien, que de leur côté, ça avançait moins bien qu'à Montréal. Mais bref, donc tout le monde en a parlé vraiment toute la semaine. On a pu faire du chemin beaucoup là-dessus sur Passion MLB, évidemment. Mais pour répondre ultimement à ta question, oui, j'y crois de plus en plus. Je ne sais pas si ça va passer par un investissement gouvernemental parce que, bon, on est quand même en temps de COVID-19. Peut-être que le gouvernement a son argent à mettre ailleurs au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Je ne sais pas exactement ça va être quoi les priorités. Mais si on juge que le groupe de Stephen Bronfman fait une offre au gouvernement et qui font « Ah, ben je pense qu'on peut trouver notre compte, je pense que les Québécois vont pouvoir avoir ces redevances-là », ben je pense que oui, là, c'est une solution qui va être avantageuse parce que François Legault, il l'a dit, c'est beaucoup d'impôts aussi là, qui peuvent venir être payés à Montréal. Puis ultimement, ça, c'est un aspect sur lequel il ne faut pas cracher. Ben, il y a deux aspects au débat. Puis Pascal, je te relance la question après. Il y a l'aspect « Voulez-vous du baseball à Montréal? » Je pense que ça, c'est poser la question, c'est y répondre. Et comment il doit être financé, c'est complètement autre chose, là, tu sais. Je te lance la question, Pascal. Ben, c'est sûr que ça va prendre des sous qui proviennent de la province parce que il y a le stade olympique qui est là. Le problème des concessions qui recherchent un nouveau stade, dont les Rays, dont les A's, c'est justement parce qu'ils sont dans des vieilles structures puis des stades qui n'attirent plus les spectateurs. Des stades olympiques, autrement dit. Exact. Donc, les Rays tentent par tous les moyens de se construire un nouveau stade. Même chose pour les A's. À Montréal, ça va passer par un nouveau stade, même si le stade olympique est là. Puis, tu sais, je pense pas que les Stephen Bronfman de ce monde et ses actionnaires actuels vont pouvoir se payer le transfert d'une concession éventuelle parce qu'on parle d'une garde partagée d'abord et avant tout. Mais en plus de se payer un stade, parce qu'un stade en bas de 500 millions, ça n'existe pas en 2021 avec le coût d'aujourd'hui. Puis quand on regarde, c'est sûr qu'ils ne construiront pas un stade en bois. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du domaine de la construction aujourd'hui, c'est ahurissant comment les coûts de construction ont explosé. Mais par contre, quand je regarde des concessions comme Milwaukee, où il y a à peu près 500 000 de population, Oakland, c'est pas gros en soi, il y a à peu près 400 000 personnes. Vous allez me dire, c'est tout près de San Francisco, donc il y a un bassin qui quadruple. Mais Montréal, de par sa situation géographique, de par du fait que tu as une population d'1,8 million qui est très, très, très concentrée, puis quand tu regardes l'agglomération métropolitaine, tu passes presque à 4 millions, puis qu'une région comme ça ne puisse pas s'offrir une concession du baseball majeur. Charles-Alexis, tu l'as dit, c'est des taxes, c'est des retours sur investissement, c'est des milliers c'est une création de milliers d'emplois indirects. C'est la visite des Yankees plusieurs fois par année, la visite des Blue Jays, la visite des Red Sox. C'est des gens de Boston, de New York et Toronto qui vont venir dépenser de l'argent à Montréal. Ben, moi, je pense que le gouvernement, il faut qu'il prenne ça en considération. Puis oui, on veut du baseball, mais on veut du baseball aussi à un coût qui est raisonnable. Puis avec ces conditions-là, ben, on n'aura pas le choix, là.
Mais t'amènes un super bon point. C'est pas juste les gens de Montréal qui vont consommer ce qui vont venir au stade, là. Tu l'as dit, des Américains qui vont venir, surtout avec le dollar canadien, tu sais. Je veux dire, les Américains vont venir au Québec, là, venir voir des matchs de baseball. Ça va leur coûter bien moins cher que d'aller voir 3 matchs au Yankee Stadium. Ça, c'est clair. Les gens du Vermont, c'est des gros fans, hein, des expos, là. On sait que vraiment dans le nord des États-Unis, il y avait une grande partie de la population que c'est pratiquement plus proche de se rendre à Montréal que se rendre à New York ou à Boston, justement. Puis ces gens-là, ils venaient en masse du côté de Montréal. Donc, c'est un autre aspect vraiment qu'il faut considérer. Quand on gratte un peu, on réalise qu'il y a beaucoup d'avantages à donner une équipe à une ville comme Montréal. Puis tu parlais justement, Pascal, à juste titre, là, de la population de la ville. Ben écoute, c'est une des plus grosses villes en Amérique du Nord. Donc, si on prend les 30 marchés du baseball majeur, ben Montréal, c'est une des plus grandes populations. Puis j'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est dans le top 10. Donc, il y aurait au moins, au bas mot, une vingtaine d'équipes qui évolueraient dans une ville plus petite que Montréal. Donc, c'est quand même vraiment pas rien. Puis se dire que si à la gang, on est capable de se rendre au stade, dans un beau stade neuf au centre-ville, je suis persuadé qu'on peut se payer une équipe. Ben, les premières années, il y a la moitié du monde qui vont aller juste pour voir, hey, ça a l'air de quoi, ce stade-là, tu sais. Fait que déjà, puis là, c'est là qu'il faut que tu les accroches au baseball à ce moment-là, là, tu sais. Mais on s'entend bien que s'il y a une garde partagée avec Tampa Bay, ça va débuter par le stade olympique. Ça, tout le monde s'y attend. Mais ça n'empêche pas qu'on peut commencer la construction d'un stade. Puis c'est là que le rêve va commencer. Aussitôt qu'il y a une première pelletée de terre, c'est là qu'on peut commencer à y rêver, là. Ben, définitivement. Mais le stade olympique a des côtés positifs. Moi, pendant la visite des Blue Jays, une des nombreuses visites des Blue Jays en pré-saison, j'ai brossé avec Mathieu Baron puis Peter Miller, les acteurs, dans les fameuses salles de bain complètement désuètes du stade olympique. Mais en tout cas, fallait que je plug ça. Mais les gars, vous savez comme moi que le grand problème du stade olympique, c'est quand il est vide. Quand on est 15 000 dans le stade olympique, c'est un problème. Quand on est 50, ça ne l'est pas. Puis si les expos reviennent, ne serait-ce qu'en garde partagée, ben, il n'y aura pas 12, puis il n'y aura pas 13, puis il n'y aura pas 15 000. Il va y avoir 50 000 parce que ce sera un effet de nouveauté. Et par la suite, je pense que si ça commence par un exemple, 2 ou 3 ans, peu importe, dans le stade olympique, le temps que l'autre stade se construise, on arrive avec le deuxième stade. Ben, on arrive avec un deuxième effet de nouveauté après l'effet de nouveauté de l'équipe. Donc, à la limite, je ne dis pas que ce serait une bonne chose de commencer au stade olympique, mais ça pourrait justement créer cet effet de nouveauté-là quand le deuxième stade va arriver. Mais peu importe, les premières années, c'est sûr que ça va être rempli, là, surtout si ça passe par les Rays de Tampa Bay qui ont quand même une équipe compétitive. Ben, c'est ce que j'allais dire, ça dépend toujours de la qualité que tu offres sur le terrain. Les expos, quand ça allait bien, quand il y avait des bonnes équipes, il y avait des gens. Oui, c'est sûr que sur un long calendrier, au début de la saison, quand ça commence plus lentement, il y a moins de monde. Mais il y a moins de monde à Pittsburgh, il y a moins de monde à Cincinnati. Ah oui. Le Yankee Stadium, il s'est pas toujours sold out non plus, là. Non. Il faut tout mettre en perspective. Mais avec Tampa Bay, qui a une excellente formation puis qui a une formation d'avenir, moi, je pense qu'on est en voiture pour les 10 prochaines années là, avec cette concession-là. Là. Tu touches un très bon point, là. Le match d'ouverture, c'est plein partout, puis le deuxième match de la saison, un peu partout, il y a des sièges vides, là, je veux dire. Puis c'est normal, je veux dire, il y a 60... La plupart des stades peuvent accueillir au-dessus de 50 000 personnes. Si ton sport, t'es capable d'accueillir 50 000 personnes dans ton stade à tous les matchs, ton sport est très, 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 très en santé, là, on va se le dire, là. Les gars, camp d'entraînement qui se termine cette semaine, le début de la saison jeudi pour la plupart des équipes, en tout cas pour les Blue Jays, c'est jeudi. Qu'est-ce que vous avez pensé des camps d'entraînement? Je vais commencer avec Pascal, mais y a-t-il des surprises à noter? Est-ce que les équipes qu'on attendait au top, par exemple, pour la prochaine saison, ont bien fait au camp d'entraînement? Est-ce qu'ils sont prêts à commencer la saison? Puis on peut peut-être commencer en parlant des Blue Jays, justement. Ben, pour moi, les Blue Jays, c'est une belle surprise parce que quand on regarde les performances de Vladimir, quand on regarde les performances de Bichette qui s'est réveillé là, au cours des derniers matchs. Écoute, je me suis mis à diète après avoir vu Vlad dans le camp d'entraînement. Fait que c'est pas... Il y a quelque chose d'inspirant. Oui. Là, le prochain qui devrait s'y inspirer, c'est le receveur Kirk. Là. Ouais. Les yeux sont sur lui pour le reste de la saison. Mais qu'est-ce que je retiens, moi, du camp d'entraînement? Oui, les Blue Jays qui performent bien, c'est eux qui ont le plus de victoires actuellement en match pré-saison avec les Aces, là, ils ont 15 victoires. Mais c'est eux qui ont donné le moins de points aussi. T'sais, on dit toujours le point d'interrogation chez les Jays, ce ne sera pas l'attaque, ça va être les lanceurs. Ben, pour le moment, c'est sûr qu'on est en match pré-saison, mais les lanceurs des Blue Jays font le travail. Puis ils ont quand même joué contre les Yankees à plusieurs reprises.
Boston marque beaucoup de points, c'est ce que je retiens. Normalement, les Red Sox, on se dit, bon, ils seront pas nécessairement là, ils vont peut-être être quatrième, mais on sait qu'ils vont être capables de marquer des points. Est-ce que leurs lanceurs vont être en mesure de stopper les autres équipes? Ça reste à voir. Les Marlins, actuellement, sont premiers au camp d'entraînement dans la section, c'est-à-dire dans la Ligue des Pamplemousses. Les Marlins ont eu une très bonne saison écourtée. Est-ce qu'ils vont causer une surprise cette année? Ça reste à voir. Mais pour le moment, les équipes qui doivent bien performer sont à peu près au milieu du classement, nonobstant les Jays et les Aces qui sont quand même dominants. Puis quand je regarde les équipes qui sont plus dans le bas du classement, ben il y a les Reds qui sont là. Il y a des équipes qui doivent nécessairement ne pas avoir une très grosse année. Donc, des blessures, pas trop de surprises, mais un début de saison qui promet. Là. Mais moi, de mon côté aussi, c'est sûr que il y a des performances, c'est les équipes que tu as nommées vraiment là, dans les Pamplemousses, le Miami, Toronto et Boston qui sont aux 3 premiers rangs là, du classement des Pamplemousses. C'est des belles surprises pour eux. Puis évidemment, il faut en prendre, il faut en laisser avec le camp d'entraînement. Il y a beaucoup de parties, par exemple, où tu voyais les Jays qui menaient après 5 ou 6 manches. Par la suite, ça devient une partie de 3A parce qu'on amène les jeunes et après ça, l'autre équipe remonte. Donc, c'est des choses qui arrivent. Des fois, il y a carrément 2 parties dans une tellement les joueurs sont plus pareils. Mais quand même, comme tu l'as dit, Pascal, c'est important de le noter. Et les partants ont fait le travail. Les lanceurs partants des Blue Jays en début de camp d'entraînement étaient très, très, très prometteurs. Puis on le sait que derrière Injun Ryu, il y a beaucoup de questionnements, mais quand même, ces gars-là étaient en forme. J'ai beaucoup aimé le travail de Steven Matz. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé, mais Steven Matz, qui a connu une saison difficile en 2020, que les Blue Jays se sont dit « Ah, je pense qu'on a le potentiel de le ramener un peu ». Puis Pete Walker, qui est l'entraîneur des lanceurs des Blue Jays de Toronto, lui est très, très, très reconnu à travers la Ligue. Et visiblement, je ne sais pas ce qu'il a fait avec Steven Matz, mais il a fait du bon travail parce qu'il l'a remis sur le droit chemin. Encore une fois, oui, c'est juste le camp d'entraînement, mais si c'est important qu'il puisse transposer cette énergie-là en saison régulière et offrir des belles performances aux Jays, ben, ils vont avoir la chance d'avoir un bon partant sous la main, là, surtout que présentement, Nate Pearson est sur les lignes de côté, Robbie Ray est sur les lignes de côté parce qu'il est tombé là, avec son enfant dans les matchs. Donc, heureusement, son enfant va bien, mais lui, s'est blessé un peu au coude en essayant de protéger son enfant et il va manquer au moins le premier départ de l'année. Donc, c'est déjà un coup dur pour les Jays de Toronto. On peut rajouter un Thomas Hatch aussi qui aurait pu avoir sa place dans la rotation. Donc, à Toronto, il y a déjà plusieurs aspects sur lesquels, sur le monticule, ils sont testés. Et je n'ai même pas parlé de Kirby Yates, là, dont la saison est terminée avec une opération Tommy John. Il va y avoir des défis à Toronto, ça c'est sûr et certain, sur le monticule. Mais si on se fie aux performances du camp d'entraînement, il y a des jeunes qui ont bien performé, qui peuvent être rappelés. Ben, présentement, c'est bon signe là, du côté des Jays. Ouais, les camps d'entraînement, peut-être que la plupart oublient ça, mais tu sais, les lanceurs vont lancer quoi en moyenne 4-5 manches, puis peut-être vers la fin du camp d'entraînement vont peut-être un peu plus pousser, mais ça donne une bonne idée de qu'est-ce que tu peux voir dans la saison justement dans des débuts de match. Tu sais, je sais pas si vous, en tout cas, vous allez peut-être me corriger. Je tiens à souligner que je suis humoriste et pas professionnel de baseball, mais souvent les lanceurs où ils vont se faire cogner, c'était le troisième tour au bâton de l'équipe adverse. Et puis bon, de ce côté-là, les Jays, je pense qu'ils sont en business là, tu sais, avec une belle relève aussi. Donc, corrigez-moi si je suis complètement dans le champ, mais je pense que ce qu'on a vu des lanceurs partants, c'est parfait. Maintenant, la relève, si elle peut faire le travail en saison, je pense que le monticule va être quand même bien garni de leur bord là. Ben écoute, parle-en aux Rays de Tampa Bay. C'est la raison pour laquelle Blake Snell est parti après 5 points quelques manches de travail là, à son dernier départ en Série mondiale parce que justement, le troisième tour au bâton arrivait. Puis même s'il avait muselé Mookie Betts et tout son groupe des premiers frappeurs des Dodgers, Kevin Cash a décidé de se fier à sa stratégie. Ça lui a coûté cher finalement. Mais bref, non, tu as raison de dire que c'est au troisième tour de bâton que les frappeurs justement commencent à établir des tendances. Le lanceur se fatigue un peu plus. Mais moi, j'aime bien ce que je vois de la relève des Blue Jays de Toronto. Je pense qu'ils ont quand même un beau potentiel. Puis même si Kirby Yates n'est pas là, il y a Raphaël Dolis qui peut terminer des matchs. Il y a Jordan Romano, donc 2 gars qui l'ont fait l'année dernière et qui peuvent se partager le boulot. Il ne faut pas exclure une transaction. Moi, il y a plusieurs lanceurs que j'aime bien et j'ai vraiment l'impression que Ryan Borucki, qui est un coup de cœur personnel depuis plusieurs années, a vraiment trouvé sa niche dans le personnel de releveur des Jays parce que
à lancer 5 ou 6 ou 7 manches, je pense que c'est là qu'il se faisait mal au bras. Mais lancer 1 ou 2 manches un peu plus régulièrement, je pense que c'est plus dans son arsenal. Donc, d'avoir un gaucher de sa trempe comme ça dans l'enclos, ça peut pas nuire. Ultimement, moi, j'aime beaucoup ce que je vois là, de l'enclos des Jays de Toronto. Et Charlie Montoyo va en avoir besoin si c'est plus compliqué avec ses partants, si Robbie Ray met du temps avant de revenir. Ça va être essentiel là, pour que les Jays puissent accumuler quelques victoires. Mais c'est ça qu'il va falloir que beaucoup de lanceurs de Toronto lancent un petit peu au-dessus de leur tête parce que on parle de l'attaque qui va être quand même assez dévastatrice. Tu sais, il y a les Yankees qui ont une bonne attaque, il y a les Jays qui ont une très bonne attaque, puis après ça, Tampa Bay, il y a une attaque quand même, on peut dire, au-dessus de la moyenne, mais par contre, Tampa Bay a des meilleurs lanceurs actuellement que les Jays ont. Ça veut dire que si les Jays répondent en attaque, il va falloir que les lanceurs suivent la cadence parce que si les lanceurs lancent un petit peu en deçà de leur talent, ben, on va voir beaucoup de matchs 8-7, on va voir des matchs 9-8, puis ça, à la longue, ça peut tuer l'équipe parce que ça a un aspect démotivant parce que quand tu mènes en 4e ou 5e manche, Simon, comme tu le dis, c'est à peu près à partir de ce moment-là qu'il y a un turnaround qui se fait dans le match, puis que là, les lanceurs ne réussissent pas à faire le travail, ben l'attaque, à un moment donné, va se dire, ben garde, on marque 7 points par match, puis on perd un match sur 2. Je pense pas que ça arrive, là, parce que les Blue Jays vont quand même connaître une très bonne saison, mais n'empêche que c'est le piège dans lequel Charlie Montoyo va vivre à chaque jour, là. Parce qu'en bout de ligne, dans la division, tout le monde peut répondre, à part les Orioles. Tout le monde peut répondre par les bâtons, justement. Donc, ouais, effectivement, sont mieux d'avoir une bonne relève. Kirby Yates, on peut en parler. Tabarouette, quelle déception. Je pense qu'il avait quand même, il avait fait la transaction quand même en connaissance de cause, là. Si tu sais, je veux dire, t'as pas le choix, là. Je veux dire, ils peuvent pas être à ce point, à l'avoir manqué à ce point-là, là, tu sais. Donc, pour vous autres, est-ce que c'est bon pour l'avenir quand même pour les Jays? C'est comme à long terme, c'est parfait que Kirby Yates soit là ou une opération Tommy John, on sait jamais sur quel côté ça va tourner, là? Ben, Kirby Yates, il avait signé un contrat d'1 an dans les faits comme agent libre. Donc là, son année va se passer vraiment sur les lignes de côté. Il y a une réelle possibilité, si ce gars-là signe ailleurs l'an prochain, qu'il n'enfile jamais finalement l'uniforme des Jays dans le cadre d'un match régulier. C'est un gamble que les Jays ont pris, puis ils le savaient. Ce qu'on a appris là, quand on a appris qu'il allait subir un Tommy John, c'est que les Braves l'avaient signé plus tôt durant l'hiver, ont passé un test physique, évidemment, pour voir s'il y avait des dommages, des blessures un peu partout. Et les médecins des Braves sont allés voir Alex Antopoulos et ils ont dit il signe pas, son coude, ça marchera pas. Donc, les Braves ont décidé de le laisser partir. Là, il est devenu agent libre. Les Jays l'ont mis sous contrat et les médecins, même chose, sont allés voir Ross Atkins et ils ont fait si j'étais toi, je le signerais pas. Donc, ce que les Jays ont décidé de faire, c'est au lieu de lui donner un contrat de 8,5 millions avec des bonnies d'1,5 million de dollars, ils ont dit on va te donner moins d'argent garanti, 5,5, puis on va t'accoter ça en bonnie, donc 4,5 millions de dollars pour arriver aux 10 pour lesquels il aurait pu signer. Donc, ils ont réduit la marge de risque comme ça. Ils se sont dit, si ça fonctionne, on a un bon lanceur. Et sinon, c'est pas grave, on l'aura peut-être le temps que ça durera. Évidemment, ça ne tentait pas à ce que ça dure aucun match avant le début de la saison, ça c'est certain. Mais c'est un essai qu'ils ont fait, puis je suis persuadé que c'était bien de le faire quand même parce que c'est pas comme si les Jays sont à côté sur le plafond salarial, donc ultimement, c'est les assurances qui vont payer le salaire, puis s'ils veulent aller chercher quelqu'un d'autre, ils vont être en mesure de le faire. Donc, je comprends ce que les Jays ont fait, mais c'est sûr que quand on regarde ça aujourd'hui, en se disant les Braves ont refusé puis eux, ils ont accepté, c'est sûr que quand on se dit comme ça, ils ont l'air fou un peu. Là, ça, c'est peut-être juste Alex Antopoulos, hein? Lui, il dit non, je ne signe pas, il est blessé. Quand le DG des Jays l'a appelé savoir Kirby Yates, il est en forme, il a dit oui, top shape. C'est peut-être ça qui est arrivé, on ne sait pas. Si c'est ça, les médecins des Jays n'auraient pas fait leur job. C'est ça que ça veut dire. Mais en même temps, là, actuellement, Antopoulos passe pour un génie, mais si Yates avait passé le test à Toronto, puis il était le lanceur de relève numéro 1, puis il commençait à préserver des matchs à répétition, là, c'est sûr qu'Antopoulos pourrait s'en mordre les doigts. Mais Yates, c'était un risque au niveau de sa blessure, mais c'était aussi un risque qu'il y a eu une saison de 41 sauvetages avec San Diego, mais c'est à peu près tout, là. Il a jamais collé 3 saisons consécutives de plus de 20 ou 25 sauvetages. C'était une saison de 41 sauvetages, mais aujourd'hui, comparativement au baseball d'il y a plusieurs années, les belles années de Mariano Rivera, où tu avais plusieurs lanceurs de relève qui avaient 25, 30, 40 sauvetages, aujourd'hui, c'est plus des cas isolés, parce que souvent, c'est des comités de releveurs, où tu as plusieurs releveurs qui vont avoir des matchs sauvegardés. Avant,
Tu avais un gars pour la 7e, un gars pour la 8e, un gars pour la 9e. Maintenant, là, ça ne tient plus la route. Ça fait que de voir un gars avec 41 sauvetages en une saison, maintenant, c'est presque un quart rare. Mm-hmm. Ce qui donne plus de valeur sur le marché, I guess, aussi. Oui, exact. C'est sûr que sans cette saison-là, il ne se serait peut-être pas mérité le même contrat. Puis peut-être que justement, les Jays auraient dit, écoute, il est blessé, puis il n'a jamais eu de grosse saison, ça ne vaut pas la peine, donc il l'aurait peut-être laissé partir. Mais cette saison-là, c'est sûr qu'elle lui a acheté quelques millions de dollars, là, assurément. Définitivement. Les gars, est-ce que ça vous tente qu'on se fasse un petit division par division, voir les forces, les équipes, où est-ce qu'on voit les équipes à peu près? J'ai fait, bougez pas, là, je vous amène ça. J'ai fait un partage d'écran. Donc, nous voici à gauche maintenant. On peut commencer peut-être par justement ce qu'on voit à l'écran. La division nationale Est. On a parlé d'Alex Antopoulos puis des Braves d'Atlanta. Donc, moi, tu sais, je suis le génie de la transition. Donc, on peut peut-être commencer par eux. Ben oui, ça, ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est le classement de l'année dernière. Donc, l'année dernière, on le sait, on a joué 60 matchs plutôt que 162. Donc, est-ce que c'est bon de se comparer, de comparer les saisons comme ça dans une saison écourtée versus une saison longue, je ne sais pas, à vous de me le dire, mais on pouvait voir là, l'année dernière justement Atlanta, Miami, les deux positions de tête, Philadelphie, les Mets, puis ensuite de ça Washington qui avait eu une saison complètement décevante. Donc, écoutez, Pascal, on peut peut-être commencer par toi. Est-ce que tu penses que ce classement-là peut être répété ou à la lumière des performances, par exemple, de Miami pendant le camp d'entraînement, on pourrait voir Miami là, passer Atlanta dans cette section-là? Ce serait très surprenant, mais moi, je te dirais globalement, Simon, la beauté de la chose cette année, comme dans bien des années, c'est que dans chaque division, à part l'ouest de la nationale, tu vas avoir des luttes à 3 principalement, tandis que dans l'ouest de la nationale, tu vas avoir les Dodgers, les Padres, puis tu vas avoir les Giants, c'est à peu près 20 matchs plus loin, tandis que dans les autres divisions, à l'intérieur de 10 matchs, tu vas avoir 3 équipes. Dans l'Est, c'est sûr que Miami, sur une saison complète, pourra pas, selon moi, maintenir la cadence de l'an passé. Puis il va revenir au classement habituel, c'est-à-dire dernier ou avant-dernier. Les Nationals devraient pas finir dernier dans l'Est, assurément. Moi, je les vois après Atlanta et New York, mais je vois Atlanta, je te dirais pas dans une catégorie à part, dans une classe à part dans l'Est, là, mais devrait quand même remporter le titre assez facilement. Et je vois les Mets et les Nationals 3e. Les Phillies, c'est un gros point d'interrogation. Comment Harper va se comporter? Est-ce qu'il peut traîner l'équipe à lui seul? Je ne croirais pas. Mais la division Est de la nationale, pour moi, appartient aux Braves. Moi, de mon côté, je vais aller plus loin que toi, Pascal. Tu dis on ne peut pas classer les Braves dans une catégorie à part. Moi, je pense que oui. Je pense que les Braves vraiment sont plus forts que tout le monde dans cette division-là. Ça fait aucun doute. J'ai vraiment beaucoup d'attentes envers les Braves d'Atlanta qui ont un bon jeune personnel de lanceurs émergents qui, en cours de saison, en plus, vont ajouter un as en Mike Soroka quand il va revenir de sa blessure. Des jeunes comme Ronald Acuna Jr., comme Ozzy Albies qui peuvent transporter cette équipe-là. Freddie Freeman, le MVP en titre, qui peut amener ça. Et dans les dernières années, Antopoulos a effectué une refonte de son enclos de releveur. Donc, vraiment, pour moi, les Braves n'ont pas beaucoup de failles et je vais ressortir un cliché là, que mon père va aimer entendre, mais ils ont appris à perdre dans les dernières années. Donc, ils sont allés en séries éliminatoires et vraiment, ils ont vu ce que ça prenait pour se rendre loin. Ils ont affronté les Dodgers, ils ont vu remonter l'an dernier et ils ont fait « OK, on comprend maintenant ce qui nous manque pour passer au prochain niveau. » Donc, moi, vraiment, les Braves, j'ai de très, très, très grandes attentes de leur côté. Je pense que par la suite, les Mets de New York, leurs acquisitions de l'entre-saison vont payer, ont ajouté quelques pièces pour stabiliser un enclos qui peut offrir de très, très belles performances, mais qui, le lendemain, peuvent descendre très bas parce qu'un gars comme Dellin Betances ou Edwin Diaz, c'est 2 des gars les plus inconstants du baseball majeur. Donc, quand ils sont en forme, tu veux pas les affronter. Puis quand ils sont pas en forme, tu veux les affronter. Donc, c'est vraiment 2 joueurs que c'est tout ou rien. Mais en général, je pense que les Mets ont comblé leurs lacunes et je les vois monter quand même très haut. Puis par la suite, j'y vais avec les Nationals de Washington qui ont connu un hiver peut-être un petit peu plus, je veux pas dire timide, mais qui a passé sous le radar. Donc, on a quand même ajouté Josh Bell, on n'en a pas beaucoup parlé. On a ajouté Kyle Schwarber dans le champ, on n'en a pas beaucoup parlé. John Lester est arrivé. C'est des petits mouvements qui ont fait qu'on en a parlé ces jours-là, mais en général, quand on regarde le portrait global,
c'est une équipe qui a quand même ajouté des pièces intéressantes qui ont vraiment ciblé leurs besoins et je pense que ça va payer. Et par la suite, 4 et 5, j'ai vraiment hésité. J'ai placé finalement les Phillies au 4e rang. Je me demande qui va lancer là-bas parce que l'an passé, ça a été de loin le pire enclos du baseball majeur. On n'a pas ajouté beaucoup de pièces à ce niveau-là et même dans la rotation derrière Aaron Nola et Zach Wheeler, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et les Marlins, je trouve ça dommage de les replacer au 5e rang. Je le fais par la force des choses parce que c'est pas un vrai 5e rang comme peut l'être, par exemple, les Pirates de Pittsburgh là, dans la division centrale. Mais quand même, c'est une équipe qui s'en va dans la bonne direction et je pense que Sixto Sanchez, Sandy Alcantara, le top 2 des lanceurs, il n'y a pas grand monde qui vont vouloir affronter ça. Là, ça, je te le dis, Simon. Je t'ai entendu parler de Lester. Est-ce que Lester peut encore, en 2021, faire la différence ou amener quelque chose dans une rotation selon vous autres? Parce que moi écoute, j'entends Lester, là, puis il me semble qu'on est back en 2005, là. C'est un gaucher, hein? Les gauchers ont des longues carrières. Les gauchers ont on aura que les droitiers n'ont pas. Les gérants s'en servent d'une façon différente. Puis ils jouent beaucoup dans la tête des frappeurs. Hein. Fait que quand un gaucher expérimenté a un momentum dans le cadre d'un match ou dans le cadre d'une saison, il peut avoir une saison incroyable. Ce qui n'est pas le cas nécessairement d'un droitier. Le droitier, il faut qu'il soit dans sa game constamment. Il faut qu'il utilise l'ensemble de ses tirs à bon escient. Tandis que le gaucher, c'est comme un petit peu magique finalement. Ça fait que Lester, moi je le mets un peu dans cette catégorie-là. Là. Ouais, je m'ennuie tellement de voir lancer Mark Burley. Le gars qui frappait, qui lançait le plus de balles en premier lancé à l'extérieur. Pour vrai, je m'ennuie. T'as parlé de Berkey tantôt. Moi, je vois un jeune Mark Burley en Berkey, justement. Mais en tout cas, on en reparlera quand on parlera des Jays, là, mais t'as raison, Pascal. Les lanceurs gauchers, on dirait qu'ils collent dans la ligue. Ils partent pas. Vas-y, Charles, excuse, je t'ai coupé. C'est ça, si on peut rajouter aussi sur John Lester. Il n'y a plus la pression d'être le numéro 1. Il n'est pas sur son gros contrat à Chicago. Il ne faut pas qu'il tire les Red Sox de Boston. Il n'a pas été cherché. Les Aces d'Oakland ne sont pas allés le chercher cette année pour sauver la rotation en 2014 pour se rendre loin. Donc, lui, il va être derrière Max Scherzer. Il va être derrière Steven Strasburg les moments où il ne sera pas blessé. Il va être derrière Patrick Corbin. Donc, son travail, ça va être d'être un lanceur numéro 3, numéro 4, de vraiment épauler cette équipe-là et d'amener vraiment de la profondeur pour dire, hey, même quand on est rendu à la 4e partie de la série, on a affronté tous ces 3 lanceurs-là, il faut encore se taper un John Lester qui, non, est plus à son apogée présentement, mais qui connaît quand même une excellente saison et qui est en mesure justement d'apporter sa pierre à l'édifice. Ben, ça vient comme de te frapper un coup de plus et de dire, OK, là, ça commence vraiment à me décourager là, d'affronter les Nationals de Washington qui, depuis des années, ont un personnel de lanceurs incroyable. Ben, c'est ça. Je t'entends dire les partants, puis je fais comme, pourquoi qu'ils ont terminé dernier de cette division-là l'année passée? Ça a quasiment aucun sens de penser ça, tu sais. En tout cas. Ouais, non, ça a été vraiment une mauvaise année du début à la fin à Washington. Puis, tu sais, quand tu commences mal sur 60 matchs, c'est extrêmement difficile de se racheter parce qu'on se souvient, en 2019, il avait mal commencé aussi 19-31. Puis finalement, ils ont remonté jusqu'à gagner la Série mondiale. Si ça avait été une saison écourtée, il aurait peut-être fini, je sais pas, 22-38, puis ça n'aurait pas fonctionné du tout. Ça aurait été une catastrophe. Là, finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, 2021, j'ai hâte de voir s'ils vont encore une fois commencer lentement ou s'ils vont pouvoir vraiment commencer en force pour se donner un edge dans cette division. J'aime ça. Qu'est-ce qui se passe avec les Phillies? Qu'est-ce qui marche pas avec Bryce Harper? Je veux dire, est-ce que c'est trop de pression, ce contrat-là? Ben, à mes yeux, non. À mes yeux, je veux dire, est-ce que c'est trop de pression? Peut-être. Je considère pas que Bryce Harper livre des mauvaises prestations. Tu sais, c'est pas le MVP de 2015, là, ça, on se le cachera pas, puis je pense que personne s'attendait à ce qu'il connaisse cette saison-là encore. Mm-hmm. Mais je considère qu'ultimement, il fait quand même du bon travail, mais il est un peu tout seul, puis je dirais que c'est un peu le même phénomène que Mike Trout. Mike Trout, même s'il connaît des saisons de MVP à chaque année, il n'y a pas de lanceur à Anaheim, puis pas de lanceur, tu peux pas te rendre loin, c'est impossible. Mike Trout s'est pas rendu en série depuis 2014, c'est pas un hasard, les Angels, ils ont personne à mettre sur le monticule. Donc ce gars-là, aussi bon soit-il, si la balle est pas frappée dans le champ centre, puis si en 9e manche, c'est pas à son tour d'aller au bâton, ben c'est bien dommage, mais il peut pas faire la différence. Donc au baseball, c'est ce qui est dommage. Faudrait qu'il se mette à lancer. Exact, il faudrait qu'il soit un Shohei Ohtani. Là, il deviendrait encore plus une légende qu'il est en ce moment, mais c'est un peu ce qui se passe du côté de Bryce Harper. Puis l'an passé, la relève
a massacré tellement d'avance, on était décourageant, ça a vraiment coupé les ailes des Phillies de Philadelphie, et c'est un facteur qui a fait en sorte que les Phillies n'ont pas réussi à faire les séries. Mais moi, je pense qu'Harper, je le compare à Taylor Hall au hockey. Taylor Hall qui a choisi les Sabres de Buffalo. Quel bon choix. Bon choix. Harper, il y a quelques années, il a choisi sa carrière individuelle plutôt que de choisir sa carrière de joueur de baseball dans un environnement où à Washington, il aurait continué de se développer puis de gagner. Mais tandis qu'en choisissant le contrat, en choisissant ses statistiques individuelles, il s'est vite rendu compte, au même titre que Taylor Hall se rend compte cette année, qu'à un moment donné, il faut que tu penses que quand tu t'en vas dans une équipe, il faut que tu regardes dans quel environnement tu vas te retrouver. Puis je pense que Philadelphie, à ce moment-là, n'avait pas des perspectives d'avenir à tout casser de par les lanceurs qui étaient en mesure de développer ou d'aller chercher. Ça fait que je pense que c'est un mauvais calcul dans sa carrière qui fait qu'il y a d'excellentes statistiques, c'est un excellent joueur, mais qui s'est peut-être trop priorisé au détriment de sa carrière globale. Non, excellent point. Moi, je vais y aller de mon humble prédiction. Donc, je suis un peu du côté de Charles-Alexis. Les Braves, je pense qu'ils vont faire cavalier seul dans la division. Je crois aussi que les Mets vont encore trouver une façon de perdre parce que c'est l'équipe qui trouve toujours la façon de perdre. Ça a aucun bon sens. Malgré une bien meilleure équipe puis tu sais, de beaucoup de potentiel. Je sais pas, on dirait que j'ai de la difficulté malgré que je vois qu'il y a de l'amélioration dans cette équipe-là. On dirait que je suis pas capable de les mettre plus haut dans le classement. Du coup, moi, je pense que Washington va aller saisir le deuxième rang, suivi probablement de Philadelphie, les Mets, là, je pourrais pas dire. Puis comme vous, je crois pas non plus à Miami. Bon camp d'entraînement, mais comme vous avez dit en entrée de jeu tantôt, quand on parlait du camp d'entraînement puis de la Ligue des Pamplemousses, c'est un peu inexplicable de les voir là en ce moment. Tu sais, donc, un peu comme vous autres, je les mets au 5e rang. Donc, c'était les prédictions de l'humoriste. On verra ce que ça donne en bout de saison. Quand il y a le temps de faire des prédictions, il n'y a plus d'experts. Hein, parce que tu sais, les Ken Rosenthal de ce monde, là, ça peut faire des erreurs. Puis c'est difficile. Puis moi, autant, là, tu sais, je suis le baseball à tous les jours. Des fois, quand je fais des prédictions, là, je regarde ça avec du recul puis je fais « OK, j'ai pas prédit la bonne chose. » C'est extrêmement difficile. Puis juste Miami l'an passé, il n'y a personne au monde qui l'avait prédit, là, sauf peut-être les plus fervents amateurs de la formation. Donc, c'est le jeu des prédictions. Puis en octobre, on va regarder ça puis peut-être qu'on va se trouver un peu niaiseux. Même Derek Jeter, il croyait pas l'année passée. ça donne une idée. On passe à la centrale de la Ligue nationale. Je vois que Pascal porte fièrement son chandail des Cards, les Cardinals de Saint-Louis. L'année dernière, bon, on voit le classement à l'écran, on avait les Cubs, les Cards, les Reds, Milwaukee, puis les pauvres Pirates de Pittsburgh. Donc, on peut commencer les trois en disant encore que les Pirates vont être derniers dans cette division-là. Je vais pas vous mettre des mots dans la bouche, mais je pense que ce serait pas bon pour vos clics sur Passion MLB de dire que les Pirates vont finir plus haut que derniers dans cette division-là. Donc, on peut commencer par Charles-Alexis cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vois dans cette division-là? Est-ce que tu vois se répéter ce classement-là? Non, moi, j'ai amendé un peu le classement que je vois en ce moment. La seule certitude, c'est que, bon, tu l'as dit, les Pirates de Pittsburgh vont non seulement être derniers de la division, non seulement être derniers de la nationale, mais probablement derniers de la MLB au grand complet. Le but là-bas, ça va être éviter les 100 défaites parce que, bon, on a vendu absolument tout ce qui nous restait, là, à commencer par Jameson Taillon, Musgrove, Josh Bell qui sont partis. Donc, vraiment, c'est une nouvelle ère qui arrive. On fait la place aux jeunes. Brian Hayes va être un jeune de troisième but à surveiller. Puis écoute, on parle justement là, des Cards. C'en est un qui pourrait priver Nolan Arenado de ce qu'on dit du gant doré dans la nationale au troisième but. Là, c'est vraiment un excellent joueur défensif. Un bon coup de bâton. Il a été nommé la recrue de l'année, pas de l'année, mais du mois de septembre, pardon, l'année dernière, à son premier mois dans les majeurs. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va être en mesure d'offrir. Mais peu importe ce qu'il va amener, même s'il est la recrue de l'année, même s'il connaît une saison exceptionnelle, ça ne fera pas monter les Pirates au classement. Là, ça, c'est une des grandes certitudes. Regarde, on le voit juste l'an passé là, avec les acquisitions, avant, d'échanger les gars que j'ai nommés. Sur 60 matchs, il était quand même à 10 parties des Brewers de Milwaukee. C'est une formation qui ne peut pas livrer la marchandise. Pour ce qui est du reste du classement, pour moi, j'ai les Cards de Saint-Louis au premier rang. J'ai l'impression que dans cette division-là, ça a vraiment commencé mollo pour toutes les équipes.
sais, les Cubs qui ont laissé partir Schwarber, qui ont décidé d'échanger Yu Darvish, qui ont mis à peu près toutes leurs vedettes sur le marché sans finalement les échanger, mais ça a été une année difficile à Chicago. À Cincinnati, ça a été la même chose. Donc, il y avait des rumeurs de transactions qui impliquaient absolument tous les gars. Milwaukee restait définitivement stable. Il n'y avait rien qui se passait. Donc, c'était vraiment une division qui était plate à couvrir en début de saison morte parce qu'il n'y a personne qui cherchait à s'améliorer. On dirait que personne n'avait faim dans cette division-là. Et là, finalement, les Cards de Saint-Louis ont fait « Ah ouais, c'est assez. Nous, on re-signe Molina, on re-signe Wainwright. » Et on va mettre la main, évidemment, sur Nolan Arenado, qui a été la grosse acquisition dans cette division-là au cours de la saison morte. Je pense que ça va faire une vraie différence et que ça va leur permettre de se distancer dans ce classement-là. Et moi, je pense que, je ne veux pas dire de loin, mais avec beaucoup de certitude, je vois les Cardinals de Saint-Louis mettre la main sur le titre de division. Par la suite, j'ai hésité. La fin de saison morte des Brewers, j'ai bien aimé, on a été comblé quelques besoins, mais malgré tout, je pense que les Cubs de Chicago vont terminer au 2e rang. L'expérience des dernières années, combinée au fait que c'est peut-être la dernière saison de Bryant, de Rizzo et de Baez ensemble, je pense que ça va créer une espèce d'unité qui vont essayer de tout donner pour aller essayer de gagner le plus de matchs possible avant possiblement de se séparer. Donc, je les vois monter jusqu'au 2e rang, mais pas forcément plus haut. Et par la suite, j'ai les Brewers au 3e rang et les Reds de Cincinnati au 4e rang de la division. Pascal, à toi. Ben évidemment, moi, c'est sûr que je vois les Cards, puis nonobstant ma préférence sentimentale, je pense que le fait d'aller chercher Arenado va faire qu'ils vont assurément là, terminer premier de cette division-là. Division, comme tu le dis, Charles-Alexis, on dirait qu'il n'y a personne qui veut aller à la guerre, il n'y a personne qui veut se démarquer, il n'y a personne qui a été nécessairement agressif là, sur le marché des transactions ou des joueurs autonomes. Puis c'est souvent le statu quo, hein. On parle de Chicago, on parle de Milwaukee, on parle de Cincinnati. On les met un peu dans le même peloton. Moi, je vois les Brewers pour terminer 2e, les Cubs 3e, les Reds 4e et les Pirates, évidemment, bon dernier. Mais moi, ce que j'ai aimé de la saison morte là, des Cards, c'est que, oui, on a re-signé les leaders du club. Puis, il y a des jeunes qui s'en viennent. Il y a un Dylan Carlson qui va faire beaucoup de bien au champ extérieur. Puis c'est un joueur qui frappe à tous les champs. C'est un joueur qui est très régulier. C'est un joueur qui frappe très bien la balle rapide, qui a un très bon œil au bâton. Donc, ça devrait amener un 109 à la formation. Et d'aller chercher Arenado, pour moi, ça lance un signal particulier parce qu'on était allé chercher Goldschmidt il y a quelques années de ça. Mais c'est pas une équipe qui lance ses millions de dollars par les fenêtres, hein. C'est une équipe qui gère de façon très serrée. Fait que quand tu es partisan de l'équipe et que tu vois les dirigeants aller chercher un joueur de la trempe d'Arenado, tu te dis, OK, on est en voiture encore pour quelques années. Ça fait que de voir arriver quelques jeunes, de voir un Flaherty qui va dominer au monticule, ben c'est très, très, très rassurant. Puis pour le milieu du classement de cette division-là, ben, tu sais, quelqu'un pourrait prendre un 25 cents, le lancer dans les airs puis dire ça va se passer entre 3 équipes. Puis il y aurait peu de chances de se tromper. Mais moi, je vois quand même Milwaukee, Chicago et Cincinnati là, pour les places là, dans le milieu du classement. Peut-être qu'en cours de saison, justement, il y a des équipes qui vont décider de pousser un peu. Puis le début de saison va être important dans la centrale de la nationale parce que si comme on le pense, Saint-Louis est au-dessus de tout le monde puis que les Pirates sont en bas de tout le monde puis qu'il y a vraiment un top 3 au milieu là, vraiment qui se dessine et que là, on voit finalement que, je te dis n'importe quoi, mais à Cincinnati, on décide de pousser fort puis d'y aller puis qu'il y a un gros début de saison, mais peut-être justement que ça pourrait donner un momentum puis des achats opportuns à date limite, ça va faire monter l'équipe. C'est pas impossible non plus. Fait que j'ai vraiment l'impression que les 2 premiers mois de l'année vont être vraiment importants parce que quand on va arriver dans les Dog Days of Summer, genre en plein milieu de l'été, c'est à ce moment-là que les équipes vont décider de la direction à prendre puis ça pourrait vraiment aller d'un bord ou de l'autre. Est-ce que du côté des Cubs, Jake Arrieta peut redevenir le Jake Arrieta qui l'était? Me semble, moi, j'ai comme un petit frisson quand même quand je pense à ça, qui est de retour avec les Cubs. Je me souviens de son match sans point ni coup sûr au fameux Wrigley Field. Me semble que ça a quelque chose de magique, un match sans point ni coup sûr là-bas.
Ben, je pense que non. Je pense pas qu'il peut redonner le lanceur qui était. Ceci étant dit, tu sais, tantôt, Pascal, tu parlais de Bryce Harper qui a décidé de prioriser au niveau personnel. Lui, il a fait un peu le contraire. Il s'est dit, écoute, mon argent est fait, j'ai gagné mon Cy Young, j'ai gagné ma série mondiale, j'ai eu mon match sans point des coups sûrs. Il a vraiment eu une excellente carrière. Il a fait ce qu'il avait à faire. En très peu de temps. Il a fait tout ça dans la même année, quasiment. Quasiment, oui, sur un span de 2-3 ans. Ouais. Fait que lui, il s'est dit, comment je peux redevenir un joueur semblable à ce que j'étais? Ben, je vais essayer de recréer les conditions qui ont fait mon succès. Donc, lui, il a décidé de revenir à la maison, de prendre un plus petit contrat pour aider les Cubs de Chicago à gagner. Donc, est-ce que ça va être de revenir le lanceur qui était? Je pense que non. Mais s'il peut devenir une bonne pierre à l'édifice pour aider justement vers le milieu ou la fin de la rotation des Cubs, qui peut lancer aux 5 jours, être fiable, lancer ses 5 ou 6 manches, pas donner trop de points, faire son travail, ben, je pense que les Cubs et lui vont être contents du retour puis que ça pourrait faire une belle réunion là, du côté de Chicago. Mais tu sais, s'il se sent bien, je veux dire, l'état d'esprit, c'est beaucoup, là. Donc, si lui a pris cette décision-là, j'imagine que c'est positif, là, tu sais. Non, c'était plus un clin d'œil. Un clin d'œil. Je me souviendrai toujours du match sans point ni coup sûr qu'il a fait parce que je sais pas pourquoi, mais j'écoutais sur MLB TV justement ce match-là. Et puis habituellement quand je dis no hitter watch là, tu sais, je le mets sur Facebook, puis je fais comme OK, regardez ce game-là puis tout ça. Habituellement ça se passe pas. Puis cette fois-là, ça s'est passé. J'ai fait no hitter watch, puis là il est allé jusqu'au bout puis tout ça. Je dis merci Jake de ne pas m'avoir fait mentir. Mais là, tu brises la première règle du match sans point. Oui, je sais. Jamais le tir. C'est quoi cette histoire-là de parler tout haut? Là? Mais en plus, j'étais gardien de but au hockey, puis il faut jamais que tu dises le mot blanchissage. Je sais pas. Écoute, I guess que j'aime ça jinxer le monde. On peut passer tout de suite, ça vous dérange pas, à probablement la plus belle bataille dans la MLB cette saison, la division ouest de la nationale, où est-ce qu'on retrouve les Dodgers et les Padres qui étaient déjà forts l'année passée, puis que là, ben, écoutez, moi j'en reviens juste pas, là. Ça va être incroyable de suivre la bataille. Je veux pas manquer un match entre les Dodgers et les Padres, mais je vous mettrai pas des mots dans la bouche, les gars. Je vous laisse parler, commençant par Charles-Alexis. Ben, écoute, évidemment, les rôles 1 et 2, c'est les deux équipes que tu penses, donc réglons le bas tout de suite pour se garder la cerise vers la fin. Moi, je vois les Giants de San Francisco au 3e rang. Les Giants qui ont une belle équipe. Et s'il n'y avait pas à affronter 38 fois les Dodgers et les Padres, ils pourraient vraiment connaître une plus belle saison. Et j'aime l'espèce de mélange entre les vétérans qu'il y a et la jeunesse qui pousse. C'est pas nécessairement le mélange pour se rendre jusqu'au bout, mais quand même, ils vont aller chercher plusieurs victoires, là, surtout dans une division où est-ce qu'il y a des équipes un peu plus faibles. Donc, ils vont pouvoir aller chercher des victoires contre les Diamondbacks de l'Arizona qui sont au 4e rang, qui ont quelques bons éléments par-ci, par-là, mais qui, ultimement, vont vraiment manquer de profondeur. Là, on sait à quel point c'est important au baseball. Sur le monticule, là, outre Zach Gallen et Madison Bumgarner, ça va être assez mince. Défensivement, ben, il y a Ketel Marte, il y a des gars comme Christian Walker, il y a quelques joueurs comme ça, mais c'est des joueurs qu'il va falloir qu'ils se lèvent à tous les matchs et on sait que c'est impossible au baseball, donc je m'attends pas à beaucoup des Diamondbacks. Et les Rockies du Colorado au 5e rang qui se sont débarrassés d'Arenado. Et là, de plus en plus, on comprend à quel point c'est une organisation qui est dysfonctionnelle, qui est gérée un peu tout croche. On peut pas mettre l'argent à la bonne place. Donc, vraiment, ça va être très, très, très pénible au Colorado cette année. Mais ce qu'il faut surveiller dans cette division-là, c'est les Dodgers et les Padres de San Diego. J'ai eu beaucoup de difficultés, je vais t'avouer, à les classer 1 et 2. Dans la nationale, pour moi, c'est sans aucun doute la première position la plus dure à déterminer. J'ai décidé d'y aller avec les Dodgers de Los Angeles. Je pense que l'acquisition de Trevor Bauer peut faire la différence parce que là, ils se construisent vraiment une rotation qui est au-dessus de tout le monde. Ils ont gagné la Série mondiale et ils ajoutent le Cy Young. Donc, c'est pas toutes les années qu'on peut se dire ça. Vraiment, c'est une belle équipe qui a l'expérience en plus. Donc, ultimement, je crois que ça peut faire la différence. Mais d'un autre côté, si tu me dis que les Padres vont se lever, que leur rotation va faire le travail, que Fernando Tatis Jr. va gagner le MVP et qu'il va mener l'équipe au plus haut sommet, ben, je suis obligé de te croire aussi, là, parce que c'est tellement une belle équipe que ça va être extraordinaire de les suivre tous les deux. Puis ce qui va déterminer qui va finir premier ou deuxième, c'est les 19 duels entre les deux, des duels qui vont être du must-watch baseball. Vraiment, ça va être extraordinaire de voir ces deux équipes-là. Et ces duels-là,
les deux équipes vont se forcer plus que jamais parce qu'ils savent que c'est ce qui va déterminer la première et la deuxième place dans la division. Et ultimement, l'équipe qui va finir deuxième dans la division risque de terminer au 4e rang dans la nationale parce que c'est le premier rang des wildcards. Donc, on veut éviter de devoir jouer ce match suicide-là, de brûler notre meilleur lanceur avant d'aller affronter l'autre grosse équipe dans la division, probablement en série de division. Donc, les deux équipes ont tout ça en tête, savent qu'ils ont l'équipe pour se rendre jusqu'au bout. Deux bons personnels de releveurs aussi, deux attaques à tout casser, des MVP de chaque côté. Donc, ça va être une lutte, là, écoute, extraordinaire. Avant d'aller à Pascal, là, pensez-vous que le nombre d'affrontements entre ces deux équipes-là peut leur coûter le premier rang total dans la nationale, vu qu'ils vont probablement en splitter quelques-uns, puis peut-être que les Braves pourraient se faufiler à ce moment-là en première position, ou le fait que Colorado et Arizona sont tellement faibles qu'ils vont aller chercher leur quota de victoire quand même? Je pense qu'ultimement, ils vont aller... La réflexion est bonne, puis je l'ai eu aussi, parce que c'est sûr que si tu regardes, mettons, un club comme Saint-Louis qui va affronter souvent les Pirates, qui va souvent affronter des Milwaukee ou des Cincinnati ou des Chicago qui ne seront pas nécessairement au sommet de leur forme, ça peut coûter quelques matchs. Mais ultimement, là, c'est deux équipes qui vont aller chercher 100 victoires pareilles en cours de saison, j'en suis persuadé. Donc, je pense pas que ça va être un facteur, mais c'est sûr que s'ils étaient dans deux divisions différentes, chaque équipe aurait quelques victoires de plus, le son ne le cachera pas. Ouais. Ben, ça va être la course aux 100 victoires pour les deux équipes, là, 100 victoires minimum selon moi. Puis ils vont tellement devoir élever leur jeu d'un cran quand ils vont s'affronter un et l'autre qu'ils n'auront pas le choix de performer. C'est sûr qu'il va y avoir un gagnant et un perdant à chaque fois qu'ils vont s'affronter, là. On est d'accord là-dessus. Ouais. Moi, j'ai le même classement que Charles-Alexis. Il n'y a aucune surprise là, de mon côté. Los Angeles premier, Colorado dernier. Puis Colorado, quand tu nommes Trevor Story, tu essaies de trouver un deuxième joueur que tu peux nommer rapidement. Tu as de la difficulté. Ça en dit long là, sur les intentions de l'équipe. Il va se sentir bien seul, je pense, Story. Ça ne sera pas une belle story. Ça ne sera pas une belle histoire. Non, pas vraiment. Puis lui aussi va chercher à quitter cette équipe-là le plus rapidement possible. Ça va peut-être se faire en cours de saison, évidemment. Ouais. Ça reste à voir pour quelqu'un qui voudrait avoir un bon joueur au cœur de l'alignement. J'en ai parlé la dernière fois qu'on était sur ton show, Simon. Moi, je pense que ce qui va faire la différence entre les Dodgers et les Padres, malgré que je mets les Dodgers au premier rang, c'est que au niveau des décisions qui vont se prendre par les coachs, quand tu regardes l'historique de Dave Roberts, l'année passée, en Série mondiale, on peut même pas dire qu'il a out-coaché Kevin Cash, parce que Kevin Cash a pris des décisions qui ont lui-même. Il s'est lui-même. Mais je pense que Jay Stingler, le coach des Padres, pourra prendre une couple de décisions clés à la fin des matchs. Utilisation d'un joueur sur le banc, utilisation d'un lanceur de relève qui va faire que ça va pouvoir faire la différence dans des matchs clés, malgré que, je dis ça, je dis rien en même temps, que les Dodgers devraient finir premier. Mais ce serait pas surprenant que si jamais les Padres devançaient les Dodgers, je pense que ça va se décider sur le banc, dans la tête du coach, parce que talent pour talent, c'est sûr que les Dodgers, ils ont une rotation incroyable. Tu sais, on parle même peut-être qu'il y aurait une rotation à 6 partants, ça leur nuirait pas du tout, parce qu'ils ont le talent pour ça, parce qu'on parle juste de David Price, qui va possiblement commencer l'année dans l'enclos des releveurs pour être un lanceur partant dans n'importe quelle équipe des ligues majeures. Mais Roberts, moi, c'est drôle, mais il m'impressionne pas comme coach, malgré que possiblement la meilleure équipe du baseball majeur entre les mains. Mais il y a juste à se mettre sur le cruise control, puis c'est ce qui fait trop historiquement de se mettre sur le cruise control. Cette année, j'espère que ça lui jouera pas de tour. Puis je reviens sur les propos de Charles-Alexis par rapport aux Giants de San Francisco. Dans n'importe quelle autre division du baseball majeur pourrait tirer leur épingle du jeu. Ils vont devoir se contenter là, par défaut de la 3e position, mais c'est une très belle équipe aussi à voir. C'est pas les Giants d'il y a 5-6 ans, mais c'est quand même une très belle équipe à voir sur le terrain. Pour ce qui est des Diamondbacks, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin, là, avec des bons vétérans, des bons jeunes, mais une équipe aussi qui manque un petit peu d'identité, selon moi, qui est drabe un peu là, à voir aller. Ouais, définitivement. Ben écoutez, j'ai pas fait mes prédictions pour la section, la division juste avant, mais bon, j'étais d'accord avec vous autres à 100%, donc c'est pour ça que je l'ai pas faite. Effectivement,
qui termine 3, 4, 5 dans cette division-là, c'est drôle, on dirait que ça me dérange pas du tout. Je veux seulement manquer aucun match des Dodgers contre les Padres. Puis, écoutez, je vais y aller de ma prédiction aussi et je crois que ce sera... Que ce sera les Dodgers. Tout le monde pensait que j'avais une casquette des Blue Jays, mais non, c'est la casquette des Dodgers. Belle mise en scène, j'aime ça. Ben oui, hein, c'est pas pire. Hein? Donc, non, je crois que ça va être les Dodgers. Et Pascal l'a dit, à cause de la rotation de partants, c'est juste incroyable de penser que David Price va commencer la saison dans l'enclos des releveurs. Et c'est probablement une bonne chose parce que bon, s'il y a une blessure, David Price peut venir dans la rotation à tout moment et ça devient du luxe. C'est du luxe sur du luxe en fait. Donc c'est quand même indécent quand tu considères qu'il gagne 32 millions. Ouais. Pour lancer 3 manches. C'est ça exactement, mais c'est les Dodgers. Sont les nouveaux Yankees, finalement. Ouais, non, c'est vrai, c'est bien dit, ça, c'est vrai. J'ai pas rien des Yankees, là, dans ma mise en scène, mais... non, en fait, moi, je suis pas un fan des Dodgers du tout, hein. By the way, j'ai une casquette des Dodgers, mais j'aime Clayton Kershaw, j'aime l'équipe en général, mais j'ai toujours pris dans cette division-là pour les Giants. Donc, j'ai aussi une casquette des Giants, un chandail des Giants, puis mon équipe dans la nationale, après le départ des Expos, c'était les Giants de San Francisco. Barry Bonds, j'ai toujours aimé Tim Lincecum, que je trouvais tellement marginal comme joueur de baseball, puis tout ça. Donc, je me suis attaché aux Giants, puis depuis quelques années, après le départ de Madison Bumgarner, moi, j'ai toujours porté le numéro 40 au baseball, puis je trouvais tellement, au softball, on va pas au baseball, là, dans la ligue de garage, dans la ligue de bière de softball, je portais le numéro 40, puis c'était à cause de Madison Bumgarner. Puis quand il est parti, je me suis dit, mon Dieu, les Dodgers, belle équipe. Puis je me suis comme attaché à cette équipe-là. Je me suis même acheté une casquette de l'équipe puis tout ça. Donc, puis là, l'année passée, j'étais vraiment content. Puis un des plus grands fans de Clayton Kershaw puis des Dodgers, c'est Yann Bilodeau, mon chum humoriste. Lui, il s'est fait venir la casquette avec l'écusson World Series Champion, le jersey aussi avec le World Series de Kershaw. Donc, c'était vraiment un tripeux. Puis je pense qu'il m'a embarqué dans sa frénésie pendant le World Series l'année passée. Donc... Si tu veux avoir une vraie casquette de Kershaw, par contre, il faut qu'elle soit souillée. Avez-vous remarqué comment sa casquette est souillée? Ouais, non, c'est vrai. Mais non, j'y vais avec les Dodgers, mais mon Dieu que j'ai hâte d'écouter ces matchs de baseball-là. Je vais me coucher tard, ça c'est certain. Je pense que je vais tous les regarder. Je pense que j'ai renouvelé mon MLB TV là, à cause de ça. Parce que, tu sais, Sportsnet présente beaucoup de matchs, RDS, TVA Sport aussi, les deux présentent beaucoup de matchs, mais je veux voir tous ces matchs-là, puis c'est la raison pourquoi je me suis abonné à MLB TV. Donc, voilà, les Dodgers dans cette division-là. Heureusement que le télétravail est encore de mise parce que les gens vont se coucher tard, donc de pouvoir se lever un petit peu plus tard le lendemain matin, ça va porter fruit. Là. Effectivement, le fait de devoir seulement descendre les marches d'escalier plutôt que d'être jamais dans le trafic m'avantage de ce côté-là. Puis le fait que je peux fermer ma caméra si jamais je suis un peu cerné, c'est aussi un avantage. Les gars, si on passait du côté de la Ligue américaine, on va se garder, bien sûr, la division Est. De l'américaine pour la fin. Donc, allons-y avec la centrale. Donc, une division que moi, qui m'a surpris un peu l'année passée, puis qui cette année, d'après moi, ça va être tout aussi excitant avec les White Sox, les Twins qui vont être encore là, etc. Donc, j'ai hâte de vous entendre sur cette section-là. Bien sûr, je vais me garder mes prédictions pour la fin, mais j'ai bien hâte de vous entendre parce qu'il y a peut-être du bon baseball qui va se jouer là. Ouais, vas-y, Pascal. Ben, écoute, Charles-Alexis, je te coupe, excuse-moi. Tu sais, j'allais dire, j'ai dit en début de show qu'il y allait avoir des courses à 3 à peu près partout. Ouais. Ça va être un bel exemple de course à 3. Les White Sox, Tim Anderson l'a dit, nous sommes la meilleure équipe de la Ligue américaine. Maintenant, est-ce que lui va contribuer à ce que ce soit vrai? Probablement que les White Sox vont finir premiers de la centrale. Les Twins, pas loin derrière. Et les Indians, est-ce que j'ai dit les Indians? Est-ce que j'étais supposé de le dire ou pas le dire? Le club de baseball de Cleveland. Le club de baseball de Cleveland, éventuellement qui va porter un autre nom. Mais il n'empêche que Cleveland ont quand même une belle équipe de baseball. Là. Des bons lanceurs. Bieber,
qui est toujours dominant. Quand même une belle attaque diversifiée aussi. Cleveland pourrait peut-être jouer les troubles-fêtes et finir deuxième de cette division-là. Malgré que moi, j'y vais avec Chicago, Minnesota et Cleveland dans l'ordre. Et évidemment, Kansas City et Détroit. Malgré que Détroit, avec tous les choix repêchage qu'ils ont eu dans les dernières années, vont finir par voir la lumière au bout du tunnel parce que se disputer avec Pittsburgh le titre de pire équipe des majeures depuis quelques années. Et je pense que là, les champions overall, c'est les Pirates. Mais ça va être une très, très, très belle lutte entre et les White Sox et les Twins et peut-être les Indians. Ben écoute, de haut en bas, j'ai le même classement que toi, Pascal. On ne s'ostinera pas là-dessus. Les Tigers de Détroit qui vont quand même être à surveiller. Ils n'ont pas l'équipe pour gagner maintenant, mais ils jettent vraiment les bases de ce qui pourrait être une belle équipe dans quelques années, sans compter les choix qu'ils vont repêcher dans les prochaines années à force de finir bas dans le classement. Les Royals de Kansas City, qui une équipe, oui, de bas de classement, mais qui prend les moyens de s'améliorer aussi. Tu sais, je parlais des Nationals qui, un peu dans l'ombre, se sont améliorés. C'est un peu la même chose du côté des Royals. Tu sais, on a été chercher Carlos Santana au premier but, Andrew Benintendi, la grosse prise dans le champ gauche. On a été chercher un Mike Minor sur le monticule aussi. Donc, déjà là, on va cibler quelques besoins. On a signé Salvador Perez à long terme. Donc, j'ai aimé l'hiver qu'ont connu les Royals de Kansas City dans l'optique où c'est pas une équipe qui cherche à gagner maintenant. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines années. C'est un bon point, ça, Charles-Alexis. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais de savoir où tu te trouves dans l'année, tu sais, je veux dire, où est-ce que tu te trouves exactement, puis de développer en fonction de où est-ce que tu es au moment présent, puis de projeter dans l'avenir. Ça, c'est ce que bien des équipes oublient de faire à un certain moment donné, puis tu as raison de le mentionner que ces équipes-là sont très conscientes d'où est-ce qu'ils sont. Là. Ils s'attendent pas de lutter pour la 3e ou la 2e place, même dans cette division-là, mais ils développent pour, justement, dans 2-3 ans, où est-ce que là, ils vont être un petit peu plus solides, là. Exactement. Donc, c'est ce que les Royals de Kansas City font. Et ils savent qu'ultimement, une équipe comme les Indians de Cleveland est appelée à continuer de descendre un peu. Donc, on était au sommet là, en 2016 quand on s'est rendu en Série mondiale. Et là, peu à peu, on commence à descendre. Ouais. On a décidé de ne pas investir sur nos joueurs. Donc, on laisse partir un gars comme Francisco Lindor, Carlos Carrasco. On veut vraiment mettre la hache dans le payroll de l'équipe. Et là, tu vois, présentement, il y a José Ramirez qui est là au 3e but, qui est le dernier gros salarié. Mais sinon, on a fait de la place vraiment aux jeunes joueurs. Et ça ne veut pas dire que l'équipe ne pourra pas compétitionner, comme Pascal l'a dit, parce qu'il y a des bons éléments. Il y a beaucoup de joueurs, tu sais, des Shane Bieber qui sont encore à moins d'1 million de dollars qui peuvent être en mesure de performer. Mais si on ne continue pas de bien développer et qu'on ne conserve pas ces joueurs-là, c'est là que la chute pourrait s'amorcer et qu'éventuellement Kansas City pourrait finir par dépasser l'équipe de Cleveland. Et au sommet de cette division-là, moi aussi, là, j'ai les White Sox de Chicago, qui, selon moi, sont la 2e meilleure équipe de la Ligue américaine. J'aime beaucoup le personnel de lanceurs qu'il y a là-bas. J'ai beaucoup d'attentes envers Lucas Giolito, qui est un lanceur, pour moi, qui est méconnu. On dirait qu'on le connaît un petit peu plus suite à son match sans point ni coup sûr l'an dernier, mais quand même, c'est un gars qui va avoir un excellent potentiel, une grosse saison, et le reste de la rotation aussi, tu sais, le top 3 avec Dallas Keuchel et Lance Lynn, c'est des vétérans. Il y a des gauchers qui peuvent vraiment venir épauler cette rotation-là. Carlos Rondon aussi, un autre gaucher. On a été chercher Liam Hendricks en relève, donc... et là, évidemment, je ne t'ai pas parlé de l'attaque à tout casser qui est menée notamment par Tim Anderson. Donc, pour moi, du côté de Chicago, vraiment, c'est une équipe qui a le potentiel de se rendre très, très loin. Ils ont appris l'an dernier, ont fait les séries, ont connu une fin de saison un peu plus difficile et j'ai l'impression qu'ils vont vraiment apprendre de cette fin-là un peu plus difficile en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour se rendre encore plus loin en série cette saison. Les White Sox vont vraiment apprendre de ça. Et du côté des Twins du Minnesota, je les ai placés au 2e rang parce que leur attaque est tout simplement explosive. Mais sur le monticule, c'est là que c'est un petit peu plus difficile. Ils ont des bons éléments en relève, des bons éléments partant, mais ils manquent de profondeur. Donc, si la COVID ou les blessures s'invitent du côté du Minnesota, ou ne serait-ce que les mauvaises performances, parce que sur 162 matchs, on ne peut pas performer toujours à 100%, c'est là que les Twins vont laisser quelques victoires sur la table, notamment au détriment des White Sox de Chicago. Mais les équipes qui vont affronter les Twins, attention, mesdames, messieurs, ça va frapper du circuit là-bas. Là. C'est incroyable la force de frappe qu'il y a du côté du Minnesota. Puis s'il y a un gars comme Josh Donaldson peut rester en santé, ben ça va vraiment être explosif.
Je pense que c'est le point clé, là, la santé de leur côté. Comme tu dis, c'est explosif. Au monticule, ils peuvent se tirer d'affaire, mais justement, la profondeur est peut-être pas aussi évidente que dans d'autres équipes. Moi, j'ai comme vous, j'ai les White Sox en première place, mais avec une condition, que Tim Anderson se ferme la trappe parce que il va mettre tellement de pression sur son équipe. Puis c'est déjà commencé, là, mais c'est déjà commencé, mais écoute, je vois pas comment. J'imagine qu'un de ses coéquipiers va faire comme take it easy, buddy. Comme il faudrait que tu lâches tes prédictions là un petit peu parce que il y a des bombardiers du Bronx l'autre côté qui vont qui écoutent, puis eux autres aussi sont capables de frapper là. Donc ouais, c'est ça. Mais quelle division serrée sur 60 matchs, c'était à un match de différence là, n'importe quelle équipe aurait pu l'emporter, mais comme vous, j'ai à peu près le même classement. Je trouve ça un peu plate pour un gars comme Miguel Cabrera là, qui va terminer sa carrière dans l'oubli total à Détroit, qui a eu une super carrière, tu sais, quand on y pense, un bon frappeur, tu sais, c'est le gars le plus souriant sur le terrain sur le field de balle, il vole des mythes sur le bord du premier but aux partisans, il joue des tours à tout le monde, tu sais, c'est rafraîchissant là, malgré que apparemment c'est pas le meilleur des coéquipiers, mais il aime s'amuser sur le terrain, puis c'est le fun de voir ça, donc ça va manquer. Est-ce qu'il en est à sa dernière saison selon vous? Je pense que ça va être selon les performances. J'ai pas vite comme ça les termes de son contrat. Je sais pas si ça se termine cette année, mais depuis l'année dernière, il est devenu là, officiellement un frappeur de choix qui joue un peu au premier but, contrairement à un joueur de premier but qui va une fois de temps en temps être le DH de son équipe. Donc, s'il se met à plus frapper puis qu'il perd un peu le plaisir, justement, puis tu parlais de ses coéquipiers, moi, récemment, il a dit « Ah, ben, je frappe moins bien dans les dernières années. Avez-vous vu les gars qui frappent derrière moi? » J'ai de la misère avec des commentaires comme ça. Ça vaut être un comique sur le terrain. Je sais pas jusqu'à quel point il fait l'unanimité, puis c'est peut-être même le genre de gars qui appelle ses coéquipiers « Hey dude » parce qu'il retient pas leur nom. J'ai un peu plus de misère avec ce que Miguel Cabrera est devenu. Ceci étant dit, oui, c'est encore le cœur de cet alignement-là et je pense qu'il va jouer là aussi longtemps qu'il va le vouloir. Mais parlant de Cabrera, j'ai vu sur les réseaux sociaux cette semaine une photo, en fait 2 photos qui m'ont frappé. Il était posé dans le cadre d'un match des étoiles. Quand lui portait les couleurs des Marlins, il était posé avec Vlad père. Il était posé avec Vlad fils aussi. Ça fait que tu te dis, sa carrière, peut-être qu'il l'étire un peu trop. Ouais. Il a quand même beaucoup de talent. Puis il y a un point qu'on n'a pas parlé, messieurs, par rapport aux White Sox. On n'a pas parlé de Tony La Russa, qui revient après des presque un siècle d'inactivité. C'est fou, hein? Il y a eu des problèmes à l'extérieur du terrain. On savait, est-ce qu'on l'a embauché? Est-ce qu'on le congédie après même de l'avoir embauché? C'est même, on parle de Tim Anderson, c'est même lui qui avait réagi le premier en acceptant le fait que La Russa a eu des problèmes à l'extérieur du terrain. Mais je sais pas c'était quoi la motivation d'aller chercher La Russa. Est-ce qu'il va faire une différence dans cette équipe-là? Est-ce que ses façons de faire sont dépassées? Oui, il a gagné dans le passé, mais je m'explique difficilement ce move-là de la part des White Sox. Peut-être que Charles Alexis a une explication à ça, mais moi, je me l'explique difficilement. Là. Moi, j'en ai une. Non, écoute, vas-y, Charles. Moi, j'en ai définitivement pas. La seule explication, c'est que le propriétaire Reinsford, qui est aussi propriétaire des Bulls de Chicago d'ailleurs, lui, c'était un grand chum de La Russa et quand il l'a congédié en 85, il se sentait mal depuis ce temps-là puis il voulait le ramener. Mais est-ce que c'est à un moment donné, là, écoute, tu iras prendre une bière avec lui puis tu paieras un bon souper puis ça va finir là. Je m'explique vraiment mal cette arrivée-là dans une jeune équipe dynamique qui font les choses autrement. Est-ce que d'arriver avec un gars comme ça qui arrive avec sa vieille mentalité, qui en 2016, quand Colin Kaepernick avait mis le genou au sol, il avait dit, quand il était chez les Diamondbacks, dans un rôle de dirigeant, moi, je veux pas voir ça dans mon équipe. Et Tim Anderson, justement, l'a fait en 2020, poser un genou au sol. Donc, je voyais beaucoup, justement, de clash potentiel, de dire, est-ce que ça va fonctionner là-bas? J'ai l'impression que non. Donc, peut-être que ça va ralentir un peu l'équipe. Mais surtout, moi, ce que je trouvais dommage pour les White Sox, c'est que ils ont laissé aller AJ Hinch chez les Tigers de Détroit. Parce qu'on sait qu'il a été interviewé aussi à Chicago. Et les gars, je peux pas croire que si AJ Hinch avait l'offre des White Sox sur la table et l'offre des Tigers sur la table, que ce soit pour l'équipe, que ce soit pour la ville, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour toutes sortes de raisons, je suis persuadé qu'il aurait choisi les White Sox de Chicago. Et là, on le laisse filer chez un rival de division qui, on l'a dit, dans quelques années,
va être quand même redoutable. Donc, c'est un autre aspect, je crois, qui fait mal aux White Sox de Chicago. Et évidemment, ça, c'est pas la faute du directeur général qui s'est fait imposer carrément un gérant par son propriétaire. Mais ultimement, ça pourrait faire en sorte que Chicago pourrait ne pas connaître une aussi belle saison qu'il ne le devrait. Est-ce qu'il n'y a pas un clash c'est peut-être pas le bon mot, clash, mais est-ce qu'il n'y a pas une grosse différence entre, par exemple, un gars comme Cash, Kevin Cash à Tampa Bay, où est-ce qu'on dirait que c'est lui qui tire les ficelles d'un peu tout, et justement, par exemple, tu sais, avec les White Sox, où on engage un entraîneur un petit peu plus, un vieil entraîneur, qu'on a l'impression que c'est pas tout à fait lui qui va vraiment qui va être l'impact dans l'équipe, tu sais, par exemple, tu sais, moi je pense par exemple aux Blue Jays avec Charlie Montoyo. Apparemment que c'est un super bon players coach, très bon communicateur, mais on s'entend que c'est Pete Walker qui est le coach des lanceurs, qui est vraiment qui a beaucoup d'impact auprès des lanceurs, par exemple. Puis même chose avec le coach des frappeurs là, que je me souviens pas de son nom. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme vraiment une différence entre justement ce genre de coach-là comme Kevin Cash qui a l'air de tout contrôler, puis d'autres qui ont l'air à être là un petit peu pour comme La Russa, là, on ramène un vétéran, on a une figure, tu sais, qui est connue dans le baseball majeur, tout ça, mais en réalité, c'est pitchers coach puis tu sais, hitters coach qui vont faire la job. Il n'y a pas vraiment de question dans ce que je viens de dire, mais je vais faire du chemin. Je vais t'avouer que je pense un peu le contraire de toi. Okay. Kevin Cash, je pense justement que c'est une stratégie plus grande que lui-même, que c'est une stratégie globale de se dire on est Tampa Bay, on n'a pas les moyens de rivaliser avec les Yankees, donc on fait les choses autrement. On s'organise pour dresser un plan où nos lanceurs ne restent pas longtemps. Donc, je pense que, oui, évidemment, je ne te cacherai pas qu'il est à la base de ce plan-là, mais qu'il applique vraiment le plan qui a été décidé en tant qu'organisation. Okay, et d'un autre côté, j'ai pas l'impression que Tony La Russa est venu à 79 ans dans le vestiaire des White Sox pour jouer au Pantin non plus. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir main mise sur cette équipe-là qui, oui, évidemment, va prendre des conseils de son entraîneur des lanceurs pour les lanceurs et tout. Mais quand va venir le temps d'amener un frappeur suppléant ou non, ou de changer son lanceur, ça va être lui, je pense, qui va prendre la décision parce qu'il était habitué de le faire depuis les années 70-80. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va vraiment vouloir laisser sa place à ce niveau-là. Ceci étant dit, oui, il va falloir qu'il s'entoure vraiment notamment de son entraîneur des lanceurs parce que s'il le fait pas et qu'il fait les choses comme dans le temps, c'est là que ça pourrait faire mal à Chicago. C'est là qu'il pourrait y avoir un clash de génération, effectivement, parce que le baseball, il a quand même évolué depuis les bonnes années de La Russa. Puis moi, je me demande même si le fait d'aller chercher un coach comme ça, comme les Flames de Calgary l'ont fait avec Daryl Sutter, c'est de dire il y a des fortes personnalités dans le vestiaire, dont Tim Anderson. Ça fait qu'on vient chercher un contrepoids, on vient chercher un coach avec beaucoup, beaucoup d'expérience qui va pouvoir, tu sais, Simon, tu dis qui va lui faire fermer la trappe. Ben peut-être qu'en bout de ligne, ça va être La Russa qui va réussir à faire ça. Fait que, est-ce que ça va tirer un petit peu les White Sox vers le bas ou ça va les amener à une coche supérieure? On sait qu'ils ont énormément de talent. Maintenant, La Russa, quelle différence va-t-il faire, en bien ou en mal? Ben, on sera à même d'en reparler au mois d'octobre. Ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que ça peut être très positif ou très négatif, tu sais. Fait que c'est ça. Non, mais merci, cher Alexis, de me remettre à ma place. Ça fait du bien des fois. Voilà. Ben, écoute, il n'y a pas une opinion meilleure que l'autre. C'est la mienne, puis ça se peut qu'au final aussi... Là, non, mais c'est bien expliqué. C'est super bien expliqué. Je comprends ce que tu veux dire. Puis oui, effectivement, mais on a l'impression que Kevin Cash contrôle, mettons, un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais ouais. Mais cool. Moi, Kevin Cash, Simon, peut-être juste en finissant là-dessus, tu sais, il y a eu Moneyball, là, il y a eu Billy Beane à Oakland qui gérait son équipe comme un compte de banque, là, en plaçant des intérêts un peu partout puis en allant chercher des joueurs sur la valeur qu'ils vont avoir dans 8 ans plutôt que la valeur actuelle. Mais moi, Cash, la façon dont il gère son équipe, dans les paramètres qu'il doit gérer, je le vois comme la philosophie, comme tu le dis, Charles-Alexis, une philosophie qui est très périphérique, de dire, moi, je gère avec les releveurs que j'ai, je gère avec le banc que j'ai, je gère avec, je veux pas que mon partant Snell lance plus que 5 manches parce qu'il va se faire cogner à la 6e. Il travaille beaucoup en fonction du livre, ce que d'autres gérants ne font pas. Je prends un Madden en Californie qui va gérer beaucoup en fonction de ses émotions et de la façon dont ça se passe pendant la game. Ben, Cash, c'est un peu le contraire. Il y a un grand livre ouvert devant lui. Il tourne les pages, puis il se dit, regarde, moi, ma situation, elle est là. Puis, en tout cas, l'année passée, si on se fait à la saison des Rays, puis ça a bien fonctionné dans son cas. Là. Ouais, définitivement. Good, bon point. J'aime ça, cette discussion-là.
On passe à l'ouest avant de revenir à l'est pour terminer avec notre division. Je pense qu'au Québec, on aime bien là, l'est de l'américaine. Donc, dans l'ouest, on a Oakland, Houston, Seattle, les Angels puis les Rangers. Ça, c'était l'ordre de la saison dernière. Est-ce que par exemple, justement, les Astros qui vont jouer devant du monde maintenant, est-ce que le fait d'être l'équipe la plus détestée aux États-Unis va jouer dans leur tête? Je vous laisse aller. On va commencer par Pascal. Charles-Alexis, quand on a fait nos prédictions par division, il y a quelques semaines, moi, je voyais les Astros premiers. C'est sûr qu'aujourd'hui, en voyant le camp d'entraînement, en voyant comment ça se passe un peu, j'aurais tendance à voir les Aces, puis j'aurais tendance à voir les Angels aussi. On dit les Angels, non, ils n'ont pas de lanceur, on le concède. Ils ont quand même une très bonne attaque. Trout a avoué certaines faiblesses au début du camp d'entraînement en disant « Moi, ça fait 1 an que je frappe pas bien, mais je pense que j'ai décelé c'est quoi mes faiblesses. » Et quand un gars comme Trout dit « J'ai des faiblesses », ça veut dire qu'il y a encore place à amélioration. C'est assez incroyable. Randon, il va finir par faire une différence. Il a énormément de talent, ce gars-là. Fait que moi, je vois vraiment une course à 3. Oui, ça on le sait, Pascal. Toi, tu vois des courses à 3 partout. Moi, j'en vois partout. Je suis conséquent avec moi-même, par contre. Je vois les Astros premiers, suivi des Aces et suivi des Angels. Mais je ne serais pas surpris de voir un mélange de tout ça en cours de saison. Puis comment les équipes vont s'améliorer aussi. Comment il y en a qui vont se détériorer. Puis qu'est-ce qui va arriver à la date limite des transactions. Ça pourrait faire une différence énorme. Mais il y a quand même du talent dans cette division-là. Outre le fait qu'il y a 2 équipes qui sont quand même plus faibles, comme dans chaque division quand on parle des Mariners et des Rangers du Texas. Mais c'est un peu comme ça que je vois ça. Les Astros ne sont pas aimés. On connaît les raisons, mais ils ont quand même des bons joueurs malgré qu'ils en ont perdu plusieurs. Ils ont quand même une très bonne base qui va leur permettre de bien fonctionner. Et ils ont surtout un excellent gérant en Dusty Baker. Cette division-là, c'est vrai que, écoute, le sommet n'est pas facile à prédire. Là. Il y a beaucoup de divisions où j'ai eu plus de facilité. Tu sais, les White Sox, pour moi, ça a été facile de les mettre premiers. Les Cards, les Braves, ça a été facile. Dans cette division-là, non, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai fini par y aller avec les Aces d'Oakland au premier rang. C'est une formation sur laquelle il ne faut pas oublier que, ils n'ont pas beaucoup d'argent, non, mais ils ont quand même des bons joueurs et sont en mesure de bien cibler leurs besoins. Et on l'a vu là, il y a quelques semaines, il y avait plusieurs trous dans la formation. On venait d'échanger Chris Davis. Il y avait des gars qui étaient partis. On venait de perdre Liam Hendricks aux mains des White Sox de Chicago. Et en l'espace de quelques jours, les Aces ont dit « Ah ouais, on va les combler nos besoins. » Ils sont allés mettre la main sur Trevor Rosenthal pour justement terminer les matchs. Ils ont décidé de mettre la main dans la même transaction que Chris Davis sur l'Areco Elvis Andrus pour combler le départ de Marcus Semien du côté de Toronto. Et finalement, avec Chris Davis qui est parti, ont décidé de signer Mitch Moreland. Donc, c'est quelques exemples comme ça qui font en sorte que l'attaque ne repose pas que sur un joueur. Donc, si un Matt Chapman n'est pas en forme pendant 1 semaine, 2 semaines ou même est blessé, il y a d'autres joueurs qui sont en mesure de se lever. Matt Olson peut se lever, Elvis Andrus peut se lever. Donc, il y a plusieurs joueurs comme ça sur lesquels l'attaque repose pour toujours se garder à flot. Et quand tout fonctionne bien, là, c'est là que ça passe au prochain niveau. Et même le personnel de lanceurs de l'équipe, c'est pas le grand personnel de lanceurs que tu dis, mon Dieu, tous ces gars-là peuvent se battre pour le trophée Cy Young, mais quand même, il y a des gauchers dans cet alignement-là qui peuvent aider. J'aime beaucoup le gaucher, justement, Jesus Luzardo, qui est en mesure d'effectuer un bon travail. On parle de Mike Fears, on parle de Sean Manaea, de Frankie Montas, donc des gars qui sont capables vraiment de livrer la marchandise, et pour moi, ça va être suffisant pour dépasser les Astros qui, on dirait qu'il y a toujours un petit problème qui va les empêcher d'aller un peu plus loin. Au cours du camp, ça a été plein de cas de COVID qui les ont affectés, qui ont tenu des lanceurs sur le côté. Là, on veut donner les clés du monticule à un gars comme Zach Greinke parce que Justin Verlander est blessé. Donc, est-ce qu'à son âge encore, il est capable de guider cette formation-là, cette rotation-là au prochain niveau? Jusqu'à quel point il peut le faire? Moi, je ne le sais pas. On a perdu des pièces dans le champ extérieur, à commencer par George Springer. Donc, je pense que tout ça
fait en sorte que les Astros peuvent connaître une belle saison, mais il va manquer des éléments. Là, ils vont commencer, en effet, on a parlé, Pascal, à se faire huer de plus en plus là, dans la foule. Donc, moi, pour ces raisons-là, je les ai classés au 2e rang. Et par la suite, j'ai les Angels de Los Angeles au 3e rang, avec l'éternelle question qui va lancer, parce que oui, l'attaque va être au rendez-vous, mais c'est pas simplement José Quintana et un retour peut-être en face de Shohei Ohtani qui vont faire une assez grande différence, selon moi, pour les propulser au prochain niveau, mais ça va leur permettre de se maintenir à flot au milieu du classement de la Ligue américaine et de se classer respectivement devant les Mariners de Seattle et les Rangers du Texas qui ont vraiment très peu de joueurs en ce moment et qui doivent miser sur l'avenir. J'ai un peu de ton côté, j'ai mis les Aces aussi au premier rang de cette division-là. Houston en 2e place, avec à peu près ce que vous dites, là, bien sûr. Écoutez, les Angels, j'aimerais donc ça, parce qu'en plus d'une casquette des Dodgers, j'ai une casquette des Angels à cause de Mike Trout que j'adore, mais pas juste à cause de ça. J'aime ce que Madden peut apporter, là, tu sais, l'espèce de fougue de baseball. Tu sais, c'est un gars de baseball, là, tu sais, ce gars-là, il flash. Puis c'est le fun de le voir là. Donc, comme tu disais, est-ce que j'ai oublié ma question? J'avais une question pour vous autres. Oui, est-ce que les Blue Jays font mal à cette division-là? Parce que bon, on a parlé de 2 départs dans les 2 équipes de tête, 2 joueurs super utiles dans leurs équipes respectives. Donc, Semien avec les Aces, puis Springer avec les Astros. Donc, les Jays viennent faire mal à cette division-là. Là. Heureusement, ils en ont enlevé un de chaque. Tu sais, mais... Ils ont essayé d'équilibrer les forces. Ils ont juste niqué tout le monde par le bas dans les faits. Là. Ça change rien. C'est ça. OK, non, c'était juste une blague. Mais non, j'ai un petit peu la même chose que vous autres. J'aimerais, tu sais, les Aces d'Oakland, ils sont toujours là, année après année, tout ça. On le sait comment c'est géré avec un petit budget, tout ça. Puis ça serait le fun de les voir réussir, là, tu sais. Maintenant qu'ils ont quand même réussi à conserver un bon noyau, ce qu'ils faisaient pas avant. Tu sais, ils arrivaient au top, puis oups, là, on se départissait de tout le monde. Là, ils l'ont fait, Chris Davis, tout ça est parti, mais ils ont encore Chapman, ils ont encore des super bons joueurs qui jouent là. Donc, tu sais, ça serait le fun qu'ils gagnent pour qu'après ça, ils puissent liquider ça puis déménager. Donc, c'était mon éditorial à propos des Aces. Hey, les gars, on en est déjà rendu à la dernière division. Donc, la fameuse division des Blue Jays, la division Ouest de la Ligue américaine. L'année dernière, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, les gars, à propos de l'Ouest. J'allais dire que les Aces ont quand même, tu sais, malgré le fait que c'était une saison complètement différente, mais ils ont quand même gagné la division, tu sais, avec 7 matchs d'avance, qui est quand même pas, qui est quand même une domination dans leur division. Donc, tu sais, je pense que juste pour ça, on doit les considérer, là, tu sais, comme pour le premier rang. Donc, c'était ça que je voulais. Mais ce qu'on sait, par contre, avec les Aces d'Oakland, et c'est un peu le cas aussi avec les Rays, tu sais, des formations, un petit budget que l'alignement peut changer puis qu'il peut y avoir beaucoup de trucs qui changent. L'année précédente n'est pas nécessairement garante de l'autre. Donc, ça ne veut pas dire que les Aces d'Oakland, et je ne dis pas qu'ils vont finir au dernier rang, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont finir vraiment plus bas non plus parce que tout d'un coup, la sauce ne lèvera pas ou il y a trop de joueurs qui vont se blesser. Ou, il y a tellement d'incertitudes dans ces formations-là que ça peut faire en sorte qu'ils baissent vite. Donc, cette saison-là, tout fonctionnait pour eux. Ils se sont rendus super haut, ont dépassé Houston de manière fulgurante. Ça pourrait être la même chose cette année, mais ça pourrait changer très, très, très rapidement aussi. Donc, le début de saison va nous en dire long là, sur les mais ce qui avantage les Aces depuis plusieurs saisons, c'est la faiblesse de leur division aussi. Là. Ouais. Ce qui leur a permis de se maintenir quand même à un haut niveau, là, malgré la perte de certains joueurs. Là. Ben c'est bon, faut le dire aussi, là, quand la division est plus faible, le baseball, c'est ça qui est magique, c'est que tu joues le bon nombre de tes matchs dans ta division. Donc, si tu veux sortir de ta division, faut que tu battes ta division. Si ta division est moins forte, ben tant mieux. C'est bien, mais je pense aussi que les Aces, le fait d'avoir une équipe comme ça là, qui se regroupe et qui dit OK, on a 60 matchs au lieu de 162, là, si on a un bon départ, si tout ça, on est capable de gagner notre division, ça doit motiver une équipe comme ça, là, qui est comme juste, avec les Astros, toujours deuxième, si on veut. Là, ça leur donnait l'occasion, avec un bon départ, tout ça, d'aller remporter la division. Fait que peut-être que l'année passée,
comme tu dis, Charles-Alexis, faut peut-être pas se fier à l'année passée. Fait que j'aime ça quand tu me remets à ma place. Encore une fois. Bon. Good job. Bon, ben écoute, on y va pour l'association Est, la division Est de l'américaine. Je dirais rien d'entrée de jeu. Je veux trop vous entendre sur où est-ce que vous allez positionner les Blue Jays dans cette division-là. Donc, la parole est à Charles-Alexis pour commencer. Je pense qu'on est rendu là dans l'ordre. Vas-y, mon Charles-Alexis. Ça a été, encore une fois, pour reprendre les mots de Pascal, une certaine lutte à 3. Mais malgré tout, je vois les Yankees de New York au premier rang de cette division-là. Je les vois même terminer au sommet de la Ligue américaine devant les White Sox que j'ai placés au deuxième rang de l'américaine. N'en déplaise à Tim Anderson. N'en déplaise à Tim Anderson. Je pense qu'il n'y a pas tout à fait tort, mais il n'y a pas exactement raison non plus. Donc, les Yankees qui, évidemment, on connaît leur attaque. La grosse incertitude du côté des Yankees, c'est au niveau des blessures. Est-ce que les Giancarlo Stanton, Aaron Judge, qui se sont mis un petit peu plus sur la flexibilité au cours de leur saison morte, vont réussir à rester en santé? Il n'y a personne qui peut répondre à cette question-là. On va le voir vraiment après 162 matchs. On va regarder combien de matchs sur 162 ont été disputés. Si c'est 150, ça va être une belle victoire. Si c'est 70, c'est là que ça pourrait être un peu plus difficile pour les Yankees. Mais malgré tout, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent se lever et j'ai hâte de voir comment la rotation va se remettre d'une saison 2020 qui a été plus difficile à ce niveau-là. On a misé sur l'incertitude des joueurs qui ont vraiment du upside qu'on appelle. Donc, si tout le monde performe bien, si Corey Kluber est en santé, ça va bien aller. Si Jameson Taillon se remet bien de son opération, Tommy John, ça va bien aller. Même chose pour Luis Severino. Mais si ces gars-là prennent du temps avant de revenir au sommet de leur forme, c'est là que ça pourrait être un peu plus difficile pour New York. Mais malgré tout, je pense qu'ils ont de la belle profondeur, ils ont un bel enclos de releveurs et je les vois terminer au premier rang. Devant les Jays de Toronto, et j'ai vraiment hésité entre les Blue Jays et les Rays parce que les Rays ont quand même une belle rotation. Tu sais, il y a plusieurs inconnus, mais un Tyler Glasnow peut livrer la marchandise. J'ai quand même confiance en Michael Wacha. Ils ont été chercher plusieurs pièces comme ça. Yarborough qui fait le travail depuis quelques années du côté de Tampa Bay. Donc, pour moi, ça fait en sorte que l'équipe est capable de se maintenir à flot. Mais la raison pour laquelle j'ai placé de justesse les Jays devant eux, c'est que leur attaque est tellement dévastatrice que même si c'est rare que je place un plus beau personnel de lanceurs derrière une attaque, je pense que dans ce cas-là, les Jays sont vraiment en montée et qu'il n'y a rien qui va arrêter cette attaque-là. Et je les place au deuxième rang. Et surtout, je pense que le fait de retomber à un alignement de 26 joueurs pour les Rays de Tampa Bay peut faire mal parce qu'on le dit, les partants ne durent pas longtemps parce que Kevin Cash les enlève et ça fait plusieurs années qu'ils fonctionnent comme ça. À 25 joueurs, ça fonctionnait. Et là, à 30 et 28 joueurs en 2020, là, ça a tellement bien fonctionné parce qu'il y avait plus d'armes dans sa manche et ça leur a permis de se rendre en série mondiale. Donc, est-ce que de se couper d'un peu de certains releveurs, de 1 ou 2 releveurs assurément parce que l'alignement baisse un peu, va faire en sorte qu'il va avoir un peu moins de bras disponibles pour Kevin Cash et que ça va être plus rapide avant d'user cette relève-là? Je pense que la réponse est oui. Donc, c'est des raisons pour lesquelles j'ai placé les Rays de Tampa Bay derrière la grosse attaque des Jays de Toronto. Mais écoute, ça va être une lutte vraiment à surveiller. Et les matchs entre ces trois équipes-là, et surtout tant qu'à moi, entre les Jays et les Rays, ça va faire en sorte que les positions vont se déterminer au classement parce qu'une bonne série de victoires, un balayage contre un rival de division, ça va donner une avance qui est assez intéressante et qui va leur permettre de devancer des équipes comme les Red Sox au 4e rang et les Orioles de Baltimore qui n'ont pas grand-chose présentement, qui misent beaucoup sur l'avenir au 5e rang. À toi, Pascal. Non, je ne dirais pas que c'est une lutte à 3. Je l'ai dit pour toi, c'est pas grave. Je vais simplement le constater. J'ai la même lecture que Charles-Alexis. Il y a quelques semaines encore là, quand on a fait nos prédictions, je voyais les Rays au 2e rang, mais il y a certains points d'interrogation qui sont difficiles à expliquer. Tu sais, comment Randy Arozarena va se comporter? Oui, parce que c'est encore une recrue. Hein, il pourrait remporter le titre de recrue de l'année. Comment il va se comporter cette année dans le cadre d'une saison complète? Est-ce qu'on va faire confiance à Wander Franco, qui est le prospect numéro 1 depuis quelques années? Est-ce qu'on va lui permettre de percer l'alignement? Si c'est le cas, comment il va se comporter? Moi, c'est 2 points d'interrogation qui sont quand même questionnants pour l'attaque, ne serait-ce que cet aspect-là. Chez les Rays, oui, on a un bon personnel de lanceurs. On se sert bien de nos releveurs, mais
entre le fait que je prenne les Rays il y a quelques semaines et le fait que je prends les Blue Jays, ben, c'est les performances au camp d'entraînement, c'est les pièces qui tombent à la bonne place, au bon moment. C'est toute une question de momentum aussi. Je pense que la défaite l'an passé des Rays en série mondiale, c'était contre toute attente déjà qu'ils se rendent là, qu'ils réussissent à remporter 2 matchs, mais je pense que ça va quand même un petit peu leur faire mal au niveau du momentum, là, 1 an plus tard, tandis que les Jays, à peu près tout le monde les mettait 3e. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui les mettent 2e, qui les mettent même comme une place de meilleur 2e pour une autre prestation là, en série d'après-saison. Ça fait que je mets également les Jays au 2e rang, les Rays 3e, les Red Sox avec une attaque qui va produire, mais des points d'interrogation au monticule, malgré qu'on a quand même des bons lanceurs partants. Et finalement, les Orioles qui devraient être bons, dans quelques années, parce que ça fait quand même quelques repêchages qu'on va chercher des prospects de très haut calibre. Donc, dans la division Est de l'américaine, ça devrait se passer comme ça. Mais au même titre que la division Ouest de l'américaine, de la nationale, c'est-à-dire, ça va quand même être très excitant là, quand ces 3 équipes-là vont s'affronter. Puis tu apportes un bon point de dire que les Red Sox vont être, ben en tout cas, tu l'as pas dit comme ça, mais les Red Sox vont être de loin meilleurs que l'année passée. Là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Une attaque au camp d'entraînement, en tout cas, qui fait quand même du bon boulot. Moi, je vais vous surprendre, les gars, mais j'ai les Blue Jays pour gagner la division et c'est complètement une décision de cœur. Mais de cœur, mais en fait, je serais pas surpris. Puis pourquoi je choisis les Blue Jays, en fait, c'est l'élément blessure du côté des Yankees. Les Yankees, année après année, les gros cogneurs se blessent. Oui, ils réussissent toujours à soit remporter la division ou finir 2e, mais j'ai comme l'impression que si c'est encore le cas cette année, vu la compétition que les Blue Jays amènent dans la division, ça pourrait être plus difficile de sortir de la division avec le premier rang. Donc, c'est pour ça que je mets les Blue Jays, puis en même temps, c'est parce que je les aime bien. Vous qui n'avez pas mis les Blue Jays en première place, d'après vous, qu'est-ce qui manque aux Blue Jays? Je sais que les Blue Jays n'ont pas Garrett Cole, ont peut-être pas le personnel de lanceur des 2 autres équipes. Quoique Tampa Bay, je pense qu'on peut ne pas... je pense que c'est quand même bien. Qu'est-ce qui manque aux Blue Jays pour être en première place dans votre prédiction à vous autres? Ben, moi, je dirais tout simplement, c'est les joueurs de haut calibre chez les Jays ne sont pas encore rendus là dans leur apprentissage. Il reste encore, selon moi, quelques saisons d'expérience à acquérir pour les Bichette, les Biggio de ce monde. C'est sûr que l'ajout de vétérans comme Springer et Simmons vont aider ces jeunes-là à mieux se développer. Mais selon moi, il manque encore quelques années d'expérience. Moi, c'est là que je vois la différence. Donc, il manque pas de joueurs, il manque juste des années pour ceux qui sont en place. Absolument. Moi, je suis d'accord avec toi, Pascal, c'est de l'expérience pour les jeunes. Ce qui manque, évidemment, ce serait facile de dire les lanceurs, mais je vais être plus précis, il manque un lanceur numéro 2. Parce que Hyun-Jin Ryu est un excellent lanceur numéro 1 dans mon livre à moi, un bon gaucher, justement, qui est en mesure, ça fait 2 ans qu'il se bat pour le Cy Young, respectivement dans la nationale et dans l'américaine en 2019 et en 2020. Je pense qu'il est capable de guider cette rotation-là, mais ça va prendre quelqu'un qui s'établit comme lanceur numéro 2. À court terme, ça va possiblement passer par une transaction, mais à long terme, ça peut être un Nate Pearson, ça peut être un Simeon Woods-Richardson, ça peut être un Anthony Kay, ça peut être un TJ Zoik. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui peuvent se lever et obtenir ce rôle-là dans plusieurs années. Mais si les Jays veulent compétitionner dès cette année, ça va être d'aller chercher de l'aide pour cette rotation-là, parce que des lanceurs numéro 3, 4 et 5, les Blue Jays en ont quelques-uns. C'est vraiment un gros lanceur numéro 2 pour former un 1-2 punch intéressant qui va manquer aux Blue Jays pour vraiment compétitionner à ce niveau-là. Et là-dessus, Simon, il va falloir que tu m'excuses 30 secondes parce qu'il faut que j'aille chercher ma plug d'ordinateur. C'est sur le point de mon J'ai manqué mon coup, j'ai mal évalué mon ordi. Ah, c'est correct. Écoute, on va couper ça au montage. Non.
On va le garder. Ça fait trop bon. C'est trop bon sur un podcast quand il arrive des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai reçu le député de mon coin ici, Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille à la CAQ. Et je l'ai reçu en plein été alors qu'il était sur son patio. Et pendant qu'on faisait le podcast, les sprinklers ont parti puis il s'est fait arroser sur son patio, ce qui, écoute, tu peux pas scripter ça. Ça arrive puis c'est juste bon. Donc, ça te fait des bloopers. Oui, définitivement, mais c'était drôle en tabarouette, là, donc tu vois, on a meublé le temps, Charles-Alexis, aucun problème. Et voilà, c'est capable sans moi. Est-ce que tu avais fini? Parce que quand tu as dit ça, j'ai comme décroché. Non, je me suis assuré de finir mon intervention pour professionnel jusqu'au bout. Est-ce que puis là, vous me voyez venir avec mes questions, mais bon, maintenant qu'on a regardé chacune des divisions, on se dirige vers une série mondiale qui pourrait opposer qui, selon vous, maintenant? Je vous ai pas dit que j'allais vous poser la question, donc c'est vraiment la question est spontanée, mais je suis curieux, ou plutôt qui peut sortir de la nationale et de l'américaine? Écoute, de mon côté, j'étais prêt quand même à cette question-là parce que je m'attends à me la faire poser au cours des prochains jours. Je me suis décidé, et ça n'a pas été facile, mais je vois les Braves gagner la Série mondiale. Et je te l'ai dit tantôt, j'ai des grandes aspirations pour les Braves. C'était pas une blague. J'ai vraiment l'impression que les dernières années ont été très formatrices pour l'équipe. Il y a très, très peu de faiblesses. Et bon, la question, c'était de me dire, est-ce que cette équipe-là est en mesure de passer les Dodgers et les Padres, parce que c'est ça la question dans les faits. Pour moi, c'est ces trois équipes-là qui forment sans aucun doute le top 3 dans la nationale là, devant les Cardinals de Saint-Louis. Et je pense que oui. Je pense que les chances de voir les Dodgers et les Padres s'affronter sont grandes parce qu'il y en a un qui va finir au premier rang de la Ligue, selon moi, et l'autre va terminer au 4e rang. Ça va faire en sorte que déjà là, il y a une des deux équipes qui n'aura pas affronté les Braves. Et je pense que sur un 4-7 en série de championnat, les Braves peuvent battre soit les Dodgers ou les Padres et se rendre jusqu'en série mondiale. Et après avoir vécu tant d'adversité, sont en mesure de gagner contre une équipe qui aura peut-être un petit peu moins de ressources qu'eux et moins d'expérience en séries éliminatoires du côté du gagnant de la Ligue américaine. Donc, je vois de mon côté les Braves d'Atlanta gagner contre les Dodgers. En fait, c'est ma prédiction en série de championnat. Et je vois de l'autre série de championnat les Yankees gagner contre les White Sox de Chicago. Donc, je vois une série mondiale Atlanta. Noire et blanche. Voilà. Donc, je vois une série mondiale des Braves contre les Yankees remportée par Atlanta. Wow! Je m'attendais pas à ça, pour vrai. Sérieusement, je m'attendais pas à ça. Mais c'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui vont prédire les Braves d'Atlanta, mais c'est pas la prédiction la plus facile à faire, mais c'est la mienne. J'adore ça. Pascal, de ton côté? Charles-Alexis, écoute, je me suis laissé influencer par mes lectures. Avant le show, je suis allé faire des lectures, je suis allé comparer des revues là, qui ont fait leurs prédictions eux-mêmes. Je suis allé sur des sites Internet, j'ai fait la nomenclature, j'ai fait des moyennes et ainsi de suite. Puis les Braves ressortent quand même à plusieurs reprises pour représenter la nationale. Les Yankees pour représenter l'américaine, ça c'est un must. Certaines personnes voyaient les White Sox, mais pour la façon dont ça va se passer dans l'ouest de la nationale entre les Dodgers et les Padres, et comme tu le disais tout à l'heure, le deuxième va devoir jouer un match de fou en première ronde des séries. Il risque de se faire éliminer là, dès le départ. Ça va laisser de la place aux Braves. Moi, je vois les Braves et les Yankees également, mais je ne veux pas copier sur toi. Je vais mettre les Yankees comme gagnant de la série mondiale, mais on voit quand même les deux mêmes équipes jusqu'au bout. Puis les Braves, tu sais, tout à l'heure, je disais que les Blue Jays, les jeunes ne sont pas encore rendus à leur apogée. Acuna, malgré qu'il est très, très jeune, ben lui, il commence à être pas mal au début de son apogée. Lui, il peut faire une différence, peut même remporter le titre de joueur le plus utile dans la nationale, selon moi. Il a le potentiel pour ça. Et un joueur comme Freddie Freeman, qui, année après année, là, en ligne les statistiques impressionnantes, puis parce qu'il a la double nationalité, puis c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup le voir en série mondiale, effectivement.
Mais les Yankees, il y a un aura derrière tout ça. Puis comme les Dodgers ont gagné l'année passée, je vois les Yankees gagner cette année, là. Ben les gars, écoutez, je m'attendais pas aux Braves une fois, je m'attendais encore moins aux Braves 2 fois, mais c'est parfait, j'adore ça. Moi, je vais y aller aussi. Je m'attendais tout seul à sortir les Braves, là, parce que c'est mon plan. Ouais, c'est bon. Non, mais je m'attendais, quand Pascal a dit, je suis allé voir des reviews, blablabla, je m'attendais qu'ils disent, hey, personne n'a choisi les Braves. Ça sort quand même, parce que c'est la troisième meilleure équipe de la nationale. On le sait pas, c'est peut-être la deuxième. On ne sait pas comment ça va se passer, mais sur papier, là, puis les lanceurs Max Fried, le retour de Soroka, un autre Canadien, c'est une excellente équipe de baseball. Puis l'entraîneur Snitker était très, très bon aussi. Oui, non, ça c'est certain. À mon tour, moi je n'ai pas les Braves, dans la nationale, je crois que encore une fois les Dodgers vont remporter dans la nationale. Donc rotation de lanceurs, pour tout ce qu'on a dit tantôt en fait là, oui les Braves pourraient, oui les Padres pourraient, mais je pense que ça va être encore les Dodgers de ce côté-là en série mondiale. Et dans l'américaine, j'y ai pensé longtemps, mais bien que j'ai prédit que la division allait aller aux Blue Jays, je crois que les Yankees vont être le meilleur deuxième et je crois que les Yankees vont l'emporter malgré tout, parce que il va manquer probablement un petit peu d'expérience justement en série. On sait que les Jays n'ont pas joué beaucoup de matchs de série l'année passée et encore moins dans les autres années juste avant. Donc voilà, j'ai les Yankees. Et qui remportera ce match de série mondiale? Eh bien, j'ai aussi les Yankees. Je pensais qu'elle allait me faire la même mise en scène de tourner ta casquette. Non, c'est pour ça que je l'ai pas faite d'ailleurs. Mais je pense aux Yankees aussi, malgré que j'ai peur un peu pour cette équipe-là. Je me dis que Garrett Cole qui est tout un gagnant, qui est un lanceur incroyable, va probablement lancer beaucoup plus souvent en série que n'importe quel autre lanceur dans la rotation, un peu comme faisait Bumgarner, par exemple, avec les Giants dans les bonnes années, puis tout ça. Donc, je vois un petit peu une similitude peut-être avec son rôle en série, puis je me dis que chaque départ qu'il va avoir, il va les gagner. Donc, c'est un peu pour ça que je leur donne la victoire, mais c'est ça. Mais vous me faites quand même réfléchir avec les Braves. J'y pense quand même, mais c'est bon, j'aime ça au bout. Si maintenant on a fini nos prédictions, on termine bientôt, puis tout ça, est-ce qu'il va y avoir une surprise? Est-ce que, premièrement, qui pensez-vous pourrait avoir le rôle de MVP en bout de saison, et est-ce qu'il va y avoir des surprises? À quoi vous attendez de cette saison-là, selon vous? Est-ce qu'il y a des surprises à s'attendre? On a parlé du classement, tout ça, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient éclore là, comme un peu comme Tatis le fait présentement, ou même, tu sais, à plus petite échelle, Vlad, là, qui a un camp d'entraînement incroyable. Est-ce qu'on a ce genre de surprise-là qui nous attend cette saison? Moi, je pense que oui. Puis, écoute, tu nous parlais de nos MVP. Moi, dans l'américaine, j'ai un choix qui sera pas commun, et c'est un nom qu'on a mentionné un peu plus tôt dans le podcast. Je pense que Tim Anderson a le potentiel de gagner le MVP cette saison dans l'américaine. C'est un joueur vraiment qui aime l'attention, et là, les White Sox sont, je veux pas dire au sommet du monde, mais vraiment une équipe qui est émergente et qui a les moyens de tout casser cette saison. Et je pense que ça va passer par le joueur d'arrêt-côte, Tim Anderson, qui carbure à ce là. Et je pense que oui, ça met beaucoup sur les épaules présentement, mais moi, je le vois réussir. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il va être au cœur du succès des White Sox de Chicago. Et de l'autre côté, je pense que ça pourrait être le premier de plusieurs. Juan Soto chez les Nationals de Washington. On l'a vu l'an passé à quel point il a été dominant. Vraiment, tu sais, on parlait de Bryce Harper, puis on comprend pourquoi les Nationals ont dit « OK, on ressent pas le besoin de te donner 300 millions de dollars parce qu'on a un jeune qu'il va falloir payer à peu près ce prix-là dans quelques années. Et pour l'instant, tu peux faire ce que tu fais pour une fraction du prix. » Donc, Juan Soto qui fait absolument tout sur un terrain de baseball, que sa moyenne est excessivement élevée. Là, l'an passé, il a frappé pour 351, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression pour moi que ces deux joueurs-là vont vraiment ressortir du lot. Et par la force des choses, Tim Anderson, je pense qu'il va être une surprise là, cette saison, parce qu'on s'attend à ce qu'il soit bon, mais je pense pas qu'on l'attend nécessairement comme un MVP. Moi, en fait, c'est pas nécessairement une surprise parce que c'est un joueur établi, mais dans l'américaine, je vois un gars comme Alex Bregman à Houston qui va prendre le leadership que
que Springer a laissé en partant, parce que Springer, c'était le joueur qui leadait dans le vestiaire, malgré que c'était quand même peut-être un leader silencieux. Mais Bregman, c'est un joueur excessivement talentueux, puis qui est très brillant, qui est très intelligent. Il a une tête de baseball, ce gars-là, puis moi, je pense qu'il va prendre le relais. Traînera pas nécessairement les Astros sur ses épaules, mais il va avoir des statistiques d'un joueur MVP. Puis du côté de la nationale, si Ronald Acuna Jr. commence à jouer avec sérieux, parce qu'on dirait qu'une partie sur deux, il s'amuse sur le terrain, puis des fois, ça laisse des traces. Là. Mais s'il joue avec sérieux, puis qu'il voit que, comme on le dit depuis quelques minutes, les Braves deviennent des aspirants, peut faire une différence. Fait que je le vois, lui, comme joueur le plus utile dans la nationale. Est-ce que Vlad Junior pourrait être la grande surprise dans la saison? Je veux dire, au camp d'entraînement, c'est probablement, la perte de poids semble bénéfique dans son cas. Il est arrivé sérieusement, une moyenne de quoi? Est-ce qu'il est encore au-dessus de 600? C'est pas juste présentement, mais il y a encore une bonne moyenne. Mais c'est phénoménal. Est-ce que ça peut être la surprise du côté des Jays ou le joueur le plus amélioré selon vous? La réponse est oui de mon côté, ça peut l'être. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Tu sais, oui, il y a son jeu défensif, oui, il y a le fait qu'il a perdu du poids, il est habitué aux majeurs et tout. Il s'entraîne un peu plus sérieusement qu'il le faisait. Mais pour moi, il y a un aspect qui va faire la différence, c'est que s'il l'applique, on va se dire oui, Vlad a connu une bonne saison. Vlad est un joueur qui frappe très, très, très fort la balle. Tu sais, la vitesse de sortie de son bâton est parmi les plus élevées des majeurs depuis ses débuts à Toronto en 2019. Mais Vlad frappe comme ça. Donc, il frappe des coups vers le sol. Si Vlad apprend à faire comme en 2018 dans les mineurs et frapper comme ça, donc là, il va se mettre à frapper des circuits et là, il va devenir un joueur vedette. Parce que le launch angle, c'est pas pour rien que c'est une statistique de plus en plus utilisée, donc l'angle de sortie du bâton. Et s'il frappe à 7, 8, 9, 10 degrés vers le sol, écoute, la balle va traverser l'avant-champ une fois de temps en temps, mais un Vlad avec malgré tout un surplus de poids qui se retrouve au premier but, c'est pas nécessairement un atout incroyable pour les Blue Jays de Toronto, mais un Vlad qui vide les sentiers d'un seul élan et qui peut courir à sa vitesse pour se rendre tranquillement jusqu'au marbre, ça, c'est un plus grand atout. Donc, j'ai l'impression que s'il arrive à soulever la balle, oui, Vlad pourrait, même à la limite, qui sait, s'inviter dans la course du MVP. S'il soulève toutes les balles, là, évidemment, c'est dans un scénario parfait que moi, je ne suis pas prêt à prédire encore en 2021. Mais s'il apprend à faire ça, en plus de son amélioration défensive, en plus de sa perte de poids, en plus de l'habitude de jouer dans le baseball majeur, oui, il pourrait être la surprise du côté des Jays en 2021. Moi, je serais très heureux pour lui parce que la tournure des événements des dernières saisons a fait que tu voyais que ce joueur-là était un petit peu mêlé. On n'arrivait pas à lui trouver un endroit sur le terrain. Il perdait du momentum. On commençait à dire et à douter de lui en disant est-ce que c'est vraiment un joueur d'avenir ou est-ce qu'on va compter plutôt sur les Bichette et compagnie? Ouais, parce qu'on le comparait beaucoup à Tatis, veut pas, là, tu sais. Effectivement. Ne serait-ce que pour... c'est le fils d'un ancien joueur, il a été élevé dans les majors, il sait comment ça fonctionne. Sa perte de poids, la prise de conscience qu'il fallait qu'il se prenne en main, ses performances au camp d'entraînement, maintenant on peut dire qu'il fait partie des plans de l'équipe pour le futur. Puis moi, je suis excessivement heureux pour lui parce que c'est un joueur qui est très apprécié au Québec de par ses racines et ainsi de suite. Puis qu'on lui trouve un endroit sur le terrain, mais qui ne vole pas la place d'un autre, mais qui prenne plutôt sa place à lui, ça va être gagnant. Là. Je veux dire, tout le monde va être gagnant. Ça va être un win pour lui, ça va être un win pour l'équipe. Ça va être une grosse victoire pour les partisans. Puis, s'il continue sur sa lancée du camp d'entraînement, ça va être facile de lui trouver une place sur le terrain. Puis, si c'est comme frappeur de choix, puis qu'il se concentre uniquement sur son bâton, encore là, je pense qu'on va avoir de très bonnes statistiques de sa part. Écoutez les gars, merci, c'était vraiment le fun. Va falloir qu'on se refasse ça peut-être à la mi-saison ou quelque temps, voir si nos prédictions sont bonnes puis tout ça. Mais d'habitude c'est très très mauvais de faire ça. Faut pas faire ça. Mais... Faut pas, non. C'est mauvais pour le moral. C'est mauvais pour le moral, mais écoute, on le fera quand même. Hein. On a ça dans nous de divertir, donc c'est important. Mais non, j'aimerais ça qu'on se repasse. Ça serait vraiment le fun. Vous êtes super gentils d'avoir pris tout ce temps-là avec moi.
Passion MLB, où est-ce qu'on vous écoute, qu'on vous lit? Charles-Alexis, peut-être plugger tout ce que vous avez, parce que Passion MLB, là, pour ceux qui savent pas, c'est pas juste un site internet, là. C'est la totale avec une émission de radio, des capsules aussi au 91.9. Donc, je te laisse vanter le produit, mon Charles. Ben, c'est sûr que l'endroit le plus facile pour nous trouver, c'est le passionmlb.com. Donc, des articles vraiment qui sont déposés à tous les jours, du matin au soir. On se colle beaucoup sur l'actualité du baseball. Donc, on essaie vraiment de prendre ce qui circule un peu partout pour le mettre à la disposition des gens en français, parce que c'est pas tout le monde qui peut ou qui veut nécessairement aller le lire en anglais. Donc, de pouvoir le lire dans la langue de prédilection comme ça, d'un point de vue québécois, ben, c'est l'objectif de Passion MLB. Puis, tu as parlé de la radio aussi. Donc, on a la chance d'avoir une émission à la radio au 91.9 Sport à Montréal le samedi de 15h à 16h, en rediffusion le dimanche à la même heure. Donc, on peut l'écouter en direct à la radio ou on peut aller sur le site web du 91.9 Sport dans la section Passion MLB. Et là, je dépose tous les extraits audio là, qu'on a fait au cours de la semaine. Donc, c'est les endroits les plus faciles de nous trouver. Puis vraiment, c'est essayer de nous rejoindre, de nous suivre sur Facebook. On peut aller aussi sur l'Estrade populaire, donc l'Estrade populaire de Passion MLB, qui est un groupe Facebook dans lequel on est des passionnés qui parlent de baseball. Donc, c'est vraiment de se former une communauté pour pouvoir partager et discuter de baseball. Ben écoute, merci les gars encore une fois, Charles-Alexis Brisebois, Pascal Harvey, Pascal qui est rédacteur aussi pour le site. Vous êtes super intéressants. Je pense que le monde qui écoute le podcast m'avait fait des super bons commentaires la première fois qu'on s'est jasé. Vous êtes des gars de communication très articulés dans ce que vous dites, puis c'est vraiment le fun de vous parler. Donc merci encore une fois. On vous suit un peu partout, mais la priorité, on suit la saison de balle qui commence dès cette semaine. Hey, merci beaucoup, Simon. Tu es très généreux. Ben, ça me fait plaisir. Merci. All right. Salut, les gars. Salut. Bye.